Ah, je l'adore, ce petit jingle, il met dans l'ambiance. Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en céto-nutritionnel ininterrompu depuis 2013. Aujourd'hui, un invité un peu spécial parce que on va raconter l'histoire après, mais je suis vraiment très heureux de te recevoir, Olivier, pour que tu puisses nous parler de régime cétogène et de médecine. Bonjour Olivier. Bonjour, Henrik. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour les gens qui ne te Ouais. connaissent pas encore? Je sais que tu es un petit peu timide et tu préfères vivre un peu caché dans ton coin, donc il n'y a peut-être pas grand monde qui te connaît, mais ton parcours, ton ambition, tout ça mérite vraiment beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Donc, veux-tu bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, j'ai 52 ans, je suis médecin généraliste, mais j'ai jamais pratiqué la médecine générale, comme on l'imagine habituellement, hein, c'est-à-dire, familiale, ambulatoire. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait environ 12 ans de médecine, d'urgence, puis, de la gériatrie et maintenant je suis dans une clinique privée et je fais de la médecine, on appelle ça médecine polyvalente hospitalière, c'est une médecine générale. Médecine d'urgence, c'est une médecine générale aussi, la gériatrie, c'est une médecine générale. Donc voilà, je suis dans un service, qui a, 25 à 30 lits, environ, et on fait un peu de tout. Je pourrais détailler après si tu veux pour que les gens Mhm. qui sont pas du métier, sachent ce qu'on fait, quoi. Faut qu'ils Hmm. comprennent d'où je parle, quoi. Voilà. Alors, je vais lire ce que tu m'as écrit parce que juste une petite ligne sur le pourquoi on se parle aujourd'hui. Mmh. Donc, tu es médecin, tu as une formation de médecin généraliste, tu as une longue expérience de la médecine et tu m'envoies un mail et tu me mets par votre faute, je ne vous remercie donc pas, je dois complètement revoir ma pratique médicale. Et c'est ce qui a Mmh. motivé l'envoi de ma proposition de te faire parler parce que Mmh. je suis très critique sur le système de soins en France, critique aussi sur les patients qu'on a habitués à aller chercher des bonbons chez les médecins sur prescription. Tout ça, il faut que ça change. Et ton ambition est vraiment honorable. Tu es animé par de bonnes intentions de te mettre au service des patients. Et c'est pour ça que je te donne la parole aujourd'hui parce que cette démarche est rare et mérite d'être encouragée. Donc, tu te formes à la médecine et finalement, il y a quelques temps, tu découvres le régime cétogène. Alors, comment ce régime cétogène s'est mis sur ton chemin et comment tu appréhendes ça? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, j'en avais strictement jamais entendu parler, hein. Mhm, Donc je tombe, par hasard sur j'entends un jour une vidéo de, je sais plus ce que c'était, d'Idriss Aberkane, mhm, et il dit qu'il pratique l'alimentation cétogène et que ça avait augmenté sa vigilance. Bon, ça m'avait intéressé comme ça en me disant: «Tiens, j'irai voir un jour ce que c'est», mais enfin voilà, et puis j'ai jamais fait, et puis comme beaucoup, hein, comme Idriss Aberkane est très connu, tu l'as interviewé, donc j'ai écouté la vidéo dans ma voiture. Et tout de suite, j'ai été séduit, hein, sans en savoir plus que le contenu là de cette interview-là. Parce que alors, on reçoit pas une information comme ça, enfin, on n'adhère pas par hasard, hein. mhm. Moi, je pense que j'avais quand même un peu l'esprit préparé, parce que dans mes vagabondages de lecture, je me suis intéressé à l'évolution, aux lois de la sélection naturelle. Au départ, sans du tout les relier à la médecine. Puis après, j'ai un copain qui m'a passé un bouquin de Luc Perrineau, qui est un médecin lyonnais, qui s'appelle «Pour une médecine évolutionniste», et puis après j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, et c'était vraiment une approche qui m'intéressait, beaucoup, beaucoup, et l'alimentation cétogène, alors, tu en as beaucoup parlé, il y a beaucoup d'arguments parce qu'on a des cas rapportés, on a beaucoup d'études scientifiques, hein, ce que beaucoup de médecins ignorent. Mmh. Aujourd'hui, en Heu, 2025, on est à 7300 études ouais, disponibles sur PubMed, première 1920, en tapant juste kétogénique, hein. en tapant C'est juste juste kétogénique. kétogénique. Mmh. On a des bouquins, notamment beaucoup de bouquins, grand public, mais qui sont quand même, étayés avec des références scientifiques, et cetera. Mais moi, j'ai été séduit par un argument que je considère comme étant massif. C'est l'argument évolutionnaire, Mmh. et je me dis: «Mais, je me suis retrouvé un peu con, j'avais jamais pensé à ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'on mangeait, avant? Qu'est-ce qu'on a mangé?
pendant les âges glaciaires? Voilà, les réponses sont là. En tout cas, on mangeait pas des glucides, quoi. Et comme je te le disais avant l'interview, quand même en grandissant, en lisant, on se fait quand même grandir des antennes qui permettent de capter quand même les conneries, quoi, quand même. Quand c'est bancal, Mmh. on le voit vite, quoi. Puis on voit vite aussi la qualité, quoi, de celui qui délivre l'information, quoi. Et voilà, là, ça me semblait solide, ça me semblait assez logique. Donc très rapidement, je suis allé fouiller, j'ai acheté des bouquins, je suis allé regarder sur PubMed aussi, pas mal d'études. Alors je suis un peu papillonné, comme ça. Après je suis tombé aussi sur, les Dufournet, heu, qui ont pas tout à fait l'air d'être des farfelus. Voilà. Et puis, et je m'y suis mis à l'alimentation cétogène, comme un bourrin du jour au lendemain. Mmh. J'ai fait n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que il faut plus manger de glucides, moi j'en mange plus, hein, terminé, hein, voilà quoi. Donc j'ai pas assez compensé en gras, donc j'ai perdu trop de poids, j'ai bouffé de la masse musculaire, enfin j'ai fait n'importe quoi. Mais tant mieux, hein, c'est bien, hein, aussi. J'ai pu le corriger après quoi. Et puis j'ai bah, alors, tu as des témoignages plein ta chaîne, hein, donc j'ai rien de très original à dire quoi, hein, mais je me suis mis, très rapidement senti beaucoup mieux. Et là aussi, hein, c'est un argument quand même, hein. Parce que moi, Mh. tous les gens qui se sont mis au au minimum en low carb ou en very low carb, autour de moi, ils sont pas nombreux, hein. Aucun médecin. Heu, ils sont tout de suite, ils le disent: «Mais on se sent mieux». Mmh. Globalement, on a la patate, on n'est pas somnolent, on a moins de douleur, et cetera. Enfin, tout ce qui a été, décrit et redécrit. Et ça aussi, c'est pas rien comme argument, hein, Mmh. parce que tu te sens bien comme ça, bon, peut-être parce que tu as picolé, hein, OK. Après tu le payes quand même. Mais là, se sentir bien, aussi rapidement, et sur plein de secteurs, hein, de la vie, il se c'est quand même difficile de penser qu'il se passe pas quelque chose de positif dans l'organisme, quoi. Mmh. Bien sûr. Mais encore une fois, hein, enfin, je pense, enfin, tu le dis beaucoup, mais je vais le redire aussi, hein, on a beaucoup d'études scientifiques, quoi. Oui. Et là, il y a quelque chose qu'on peut pas contourner, hein, quand même. Parce que, j'ai un de mes collègues qui me disait: «Ouais, cette alimentation-là, tu comprends, je me méfie un peu». C'est pas con ce qu'il disait, hein, d'ailleurs, hein. Et je me méfie un peu parce que tu vois, on nous a parlé de l'intolérance au gluten, on nous a parlé de la maladie de Lyme. Bon alors maintenant en ce moment c'est à la mode, c'est le cétogène, sur quoi c'est fondé? Qui est derrière ça? Quels sont les intérêts? Bon, Alors, il a pas je creusé vais la on va question, faire une vas-y, parenthèse, vas-y. je vais répondre à ton collègue, tu pourras lui montrer la vidéo. Il a parfaitement Mmh. raison. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde littéralement d'influence. Moi-même, j'ai dû faire un article il y a 7 ou 8 ans pour réhabiliter le gluten. C'est-à-dire qu'on a accusé le gluten de quelque chose dont il n'est pas l'origine. Mais le vrai problème, c'est que la médecine s'est éloignée de la science. Parce que la médecine, c'est une chose, la science, c'est autre chose, mais normalement, c'est censé communiquer. On doit remettre à jour sa pratique de la médecine à partir de la science. Tu as de la littérature scientifique qui explique que quand on donne à des groupes en double aveugle des barres qui sont faites soit avec du gluten, soit sans, les gens qui se disent intolérants au gluten, en fait, on s'aperçoit qu'à 80%, ils ne le sont pas. Mmh. OK? Il y a l'allergie au gluten qui, elle, est mesurable, avérée, etc. C'est une vraie maladie, mais l'intolérance au gluten, ça n'existe pas, en fait. C'est un mythe. Donc, alors bien sûr, on a un vrai problème aujourd'hui dans les produits industriels de boulangerie, enrichis en gluten, avec des produits qui ne sont pas fermentés, avec des levures, etc., qui créent des difficultés à digérer. Mais ça, c'est un peu pour tous les produits. D'ailleurs, les produits laitiers sont victimes de la même manière que le gluten. C'est un faux coupable. Mais la réponse à ça d'un médecin, c'est d'aller sur PubMed. Est-ce que oui ou non, on a de la littérature scientifique qui confirme ça? Soit on l'a, et dans ces cas-là, on est capable de répliquer, d'expliquer, etc. Soit on l'a pas, et on dit à notre
connaissance, aujourd'hui, nous n'avons pas de littérature qui vient étayer ça. Le régime cétogène, la première, c'est 1920, inversion du diabète de type 2. On est en 2025. Quelqu'un qui te dit il n'y a pas de littérature sur l'inversion du diabète de type 2 en régime cétogène, c'est un âne. C'est un handicapé d'un moteur de recherche qui s'appelle PubMed. Je suis désolé, il faut appeler un chat un chat. Ou c'est un charlatan. Voilà. À la limite qu'on me dise c'est difficile de convaincre les patients de changer d'alimentation au diabète de type 2, ça je conçois. Je conçois, c'est difficile. Mais venir dire qu'il n'y a pas de science, c'est faux. Voilà. Et là, tu soulèves un point qui est vraiment important, quoi. Celui de l'accès à la littérature scientifique. Parce que je vais défendre un peu les médecins parce que sur ta chaîne, on se fait quand même bien charger. Vas-y. Et ce que disent les gens, malheureusement, je le trouve assez vrai. Je vais un petit peu donner la parole à la défense quand même. Et c'est pas du tout par esprit de corps, hein. Si je suis là avec toi, c'est parce qu'on a envie qu'il y ait des choses qui changent, quoi. Donc, Oui. si on veut que le réel change, il faut partir du réel. Voilà. L'autre jour, je regardais sur un réseau social, c'était sur X, quelqu'un avait mis une photo, il avait fait un montage avec des médecins en blouse blanche, puis c'était marqué Pfizer, Johnson Johnson, etc. On disait, les médecins, et comme les sportifs, ils devraient afficher leurs sponsors. Alors c'est marrant, mais les médecins comme moi, la plupart, on n'a aucun rapport direct, en tout cas visible, avec les laboratoires pharmaceutiques. Tu vois. Voilà. On est des praticiens. C'est vachement important à comprendre. On n'est pas ingénieur en aéronautique, on est pilote d'avion, quoi. Et dans notre métier, il est inclus de se former. Moi, j'ai passé plein de diplômes post-universitaires, enfin plusieurs. Et je suis abonné à des revues médicales. Et puis, je vais pas à des congrès. J'ai pas envie. Bon. Mais j'écoute des choses, etc. Donc, tu es nourri d'informations médicales. Donc, si tu dis aux gens, mais vous n'êtes pas formés, vous suivez pas ça, je dis, si, je suis abonné, je suis cardiologue à telle et telle revue de cardiologie, etc. Quoi. Donc, et les gens, ils bossent, quoi. Donc, ils sont persuadés d'être informés. Ou tu peux avoir, parce que tu as même si je faisais une analogie politique, tu as même, bon, là, on va pas être d'accord avec moi peut-être, mais des espèces d'opposition contrôlée, quoi, tu vois? Par exemple, tu vas être abonné à la revue Prescrire, tu dis: Prescrire, c'est indépendant des laboratoires. Donc là, je peux pas faire mieux. Si, on peut faire mieux. Et les gens, et moi, j'étais comme ça, hein. Tu as de temps en temps quand même que tu veux chercher un truc précis, qui te travaille, voilà, tu vas chercher, tu vas sur PubMed, quoi, effectivement, tu vois? Oui, mais honnêtement, je conçois ce que tu dis et c'est extrêmement important. Le vrai problème, c'est la qualité de l'information derrière. C'est ça. Et je vais donner un exemple précis. Tu as une revue qui s'appelle la revue du praticien. Revue qui est considérée comme une revue permettant la mise à jour des connaissances des médecins. Formation continue. Il y a 2 jours, ils font un article sur une étude littéralement de merde, qui a fait le tour du monde. C'est une étude qui a été faite dans l'Utah, qui a été faite à charge pour prouver que le régime cétogène induisait une stéatose hépatique. Cette étude, j'ai pas encore exactement fini mon enquête, mais je suis suffisamment au contact de la littérature scientifique pour comprendre que c'est un projet. Tu as environ entre 15 et 25 nouvelles publications sur kétogénique sur PubMed par semaine. D'accord? À 99%, tu n'entendras jamais parler. Celle-là a fait le tour du monde, avec les communiqués de presse, les traductions. Quand on la regarde, cette étude, c'est quoi? On prend un groupe de souris, on les nourrit à 90% de lipides. Donc, pour eux, c'est défini comme régime cétogène, composé de graisse de porc et d'huile de soja. Et au bout d'un certain nombre de mois de vie de souris, ce qui correspond au nombre d'années humaines, on a une stéatose hépatique. Le monde entier relaie, et le titre de cette revue de charlatan, la revue du praticien, titre que le régime cétogène est mauvais pour la santé et induit une stéatose hépatique. Est-ce que c'est pas de la désinformation? Le médecin bousculé dans son emploi du temps, il n'a pas le temps d'aller vérifier ce que j'ai vérifié
c'est-à-dire le régime pseudo-cétogène qui a été donné à la souris pour induire cette stéatose hépatique. Tu sais, c'est des marchands d'aliments industriels. Ils font des macros très précis pour la recherche scientifique et on a cette analyse-là. Personne n'a le temps de le faire. Tu as la même désinformation dans l'équivalent de la revue du praticien, qui est la revue médicale suisse, à laquelle je suis abonné, hein. J'ai trouvé cette information aussi dans un article qui démonte l'alimentation cétogène. Je crois que c'est Elle un a fait le article tour du monde dans toutes les de revues. 2017, ouais. Ouais. Oui. Mmh. Ouais. Alors que concrètement, si tu tapes dans PubMed kétogénique, diet, et puis ce qui correspond à stéatose hépatique dans PubMed, tu vas avoir toute une littérature scientifique où on t'explique que le régime cétogène inverse. Et je ne parle pas d'études chez la souris. Tu sais, j'avais été invité à un congrès médical au Maroc où justement, avec que des médecins, que des professionnels de la santé, et une personne me pose une question, me dit, oui, non, sur la souris. J'ai fait, attendez, on va faire simple. Hein. Rangez définitivement vos souris. Parce que la littérature scientifique chez l'humain est déjà disponible et publiée depuis longtemps. Hein. Donc, quand on cherche à prouver des concepts sur la souris, on va pas tuer des humains pour rien, je comprends. Mais à partir du moment où on a des cohortes, on a des études d'intervention, on a des études de cas chez l'humain, c'est de ça dont on se sert. Voilà. Et la revue du praticien, aujourd'hui, pour moi, désinforme littéralement les médecins sur ce cas précis. Et je pense aussi, enfin justement, cette propagande, dans un mail que je t'avais envoyé, je te parlais de Jacques Ellul. Mmh. Il y a un bouquin qui est sorti en 62 et qui s'appelle Propagande avec un S, tout simplement. Et il dit bien que on pense que pour que alors propagande, je l'entends au sens de information, enfin manipulation, information Mmh. malveillante, quoi, dans son acception un peu péjorative. Disons que c'est une communication qui est faite à dessein, même si on ne connaît Oui, pas le dessin. c'est ça. Euh, il ne faut pas penser que c'est en faisant une société d'abrutis incultes que la propagande va mieux passer. Ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Il faut justement que les gens aient une culture pour que la propagande passe, enfin, une certaine propagande passe. Et les revues médicales, c'est un peu comme le journal Le Monde. C'est très mauvais, mais de temps en temps, tu as quand même des choses qui sont quand même bien foutues dedans. Mmh. Tu as quand même des gens qui travaillent, qui sont des gens sérieux et honnêtes, évidemment. Heu et plus les gens sont instruits dans un certain domaine, plus ils réceptionneront facilement, le message, quoi. C'est évident. Mmh. C'est aussi pour ça, quand tu as des gens, et lui, il le dit ça, des gens qui ont, moins d'instruction, voilà. Quand on leur dit un truc, un peu bizarre, ils ont une réaction plus instinctive, quoi. En disant: Ça sent la merde quand même», quoi, hein. Et on l'a vu dans certains moments récents que, de problématiques sanitaires. J'avais demandé qu'on n'en parle pas trop parce que, voilà. On voit bien que des gens, des CSP+, des universitaires, des profs, ont pas du tout, réagi, Mmh. comme le populo du coin, hein. Voilà. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils sont mieux informés. Mais ça a biaisé complètement les jugements, quoi. Bien Ils sûr. ont c'est sûr. Et les médecins, ils sont dans ce cas-là. Ils sont dans ce Mmh. cas-là. Ils sont juste, c'est pas qu'ils sont pas informés, ils sont surinformés. Mais je comprends le problème, hein. Tu sais, moi-même, Mmh. en mars 2020, je titrais Expérience de Milgram à l'échelle planétaire. Mmh. C'est pas autre chose. Hein. Milgram nous avait Mmh. déjà mis en garde. J'étais passionné par ça, moi. J'étais passionné par la capacité que les nazis ils ont eu à retourner la tête des gens et à faire de chacun la cheville ouvrière de tout le projet. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid sur les 5 dernières années. Ça, on Mmh. ne me l'enlèvera pas. Et de façon factuelle, tout le monde a pu le vérifier, c'est clairement des gens qui étaient relativement très éduqués, voire les plus hauts postes, qui ont été manipulés, d'une manière ou d'une Mmh. autre. Corrompus, manipulés, on peut appeler ça comme on veut. Il y en a qui ont vraiment été corrompus, qui ont été achetés pour dire des choses qu'ils ne pensaient même pas, et puis d'autres qui sur peut-être
dans la folie régnante, ont juste adhéré à certaines choses sans aller vérifier quoi que ce soit et ont répété. Hein. Sont devenus aussi des chevilles Mmh. ouvrières du Mmh. problème. Et Mmh. on peut répéter encore et encore cet exemple dans tous les domaines médicaux et scientifiques. Hein, on pourrait parler du climat, on pourrait parler du cholestérol et des graisses saturées. C'est le même fonctionnement en fait. Mmh. On ne parle pas, on ne part pas d'un point de départ qui est je ne sais pas. Je ne sais pas. Et à partir du moment où on ne sait pas, bah, on a envie de savoir, donc on apprend. On accumule des connaissances, on croise des informations divergentes, et on se fait sa propre opinion. On n'est plus dans ce monde-là aujourd'hui. Tu peux voir sur des sujets qui nous concernent aujourd'hui, comme les graisses saturées, la quantité de protéines ou le cholestérol, on voit très bien qu'il n'y a plus du tout ce réflexe de dire je vais accumuler des connaissances pour me faire mon propre avis. J'ai encore vu une étude là qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le médicament le plus prescrit en France pour la thyroïde, l'évothyrox, qui est littéralement directement lié dans une grande cohorte, on est en millions de personnes, avec une augmentation des cas de cancer. Est-ce que le médecin généraliste qui prescrit ça avertit son patient qu'il y a un risque de cancer augmenté? Non, il le sait même pas. Ah, il le Ça sait n'a pas pas, dû ce que faire j'allais une dire. ligne. Mmh. Il faut bien comprendre, tu prends toutes les grandes revues scientifiques, tu prends tous les journaux scientifiques, ils sont aux mêmes mains. Hein. On n'est plus Oui, du je tout sais dans bien. une information libre, désintéressée, philanthropique, etc. Tu prends un des grands médias web où toute l'information médicale se concentre, WebMD, quand on regarde une information gratuite et libre. Le capital de cette entreprise, c'est 700 millions de dollars. C'est bizarre. Mmh. D'où vient l'argent, dis-nous? Et là, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un des grands fonds d'investissement américains qui est aussi investi dans toute l'industrie pharmaceutique. Mmh. Donc, c'est le bras armé de propagande de l'industrie pharmaceutique. Mmh. Aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que médecin généraliste honnête, nous sommes désarmés face à une puissance immense d'un conglomérat Big Pharma. On ne peut pas rivaliser avec ça. Hein. Moi-même, en tant que simple citoyen, je dois aller creuser, voir chercher les conflits d'intérêts, qui a payé cette étude, etc., etc. Le médecin n'a pas le temps de faire ça. Et il a pas le temps. Alors puis tu Big Pharma, il y a Big Agro aussi, hein. Mais ils sont liés. Oui. On peut même pas les séparer d'ailleurs. Et c'est pour enfin, je reprends mon petit couplet de plaidoyer de défense des médecins Oui. pas pour les oui, si, un peu pour les excuser, mais pour voir que heu, sur quel levier on pourrait jouer pour que les choses changent, quoi, voilà. Encore une fois, les médecins sont des praticiens et la médecine qu'on pratique, ça va faire bondir des gens qui nous écoutent, hein, mais elle fonctionne. Donc quand tous les jours, tu as des résultats, ça Mhm. marche, Mhm. pourquoi tu vas remettre en question tous les fondamentaux? Tu vois, c'est vachement dur quand même. Ouais, je comprends. Alors après, on va nous dire: «Ah ouais, mais vous vous attachez qu'aux conséquences et quand les dégâts sont faits et cetera et il faudrait travailler en amont». Non mais d'accord, mais moi la place où je suis, par exemple, je vois que des gens, enfin, qui sont dans des états désastreux. Ouais. L'arthrose, ils l'ont, l'AVC, ils l'ont, le cancer, ils l'ont, la Mhm. stéatose hépatique, ils l'ont, les orteils, ils les ont plus, Mhm. tu vois? Et donc j'en ai plus d'un sur 2, il est là pour une infection. Infection Mhm. pulmonaire, infection rénale, infection cutanée, enfin et cetera. Tu mets des antibiotiques, tu hydrates les gens, ils vont mieux, quoi, tu vois? Mhm. Bien sûr. Heu et heu et à côté de ça, bah, effectivement, tu reçois ta revue, on dit: «Ah bah, tiens, l'antibiotique, faut le mettre moins longtemps, plus longtemps, plutôt à telle dose et puis il y en a un nouveau» et cetera. Tu dis: «Ah ouais, j'ai progressé», quoi, tu vois? Et les gens, ils vont mieux, quoi. Les gens, ils vont mieux, quoi. Voilà. Et tout ce travail d'amont, c'est-à-dire de prévention qui n'existe pas, hein. Mhm. Je veux dire la prévention, c'est un message de santé publique, manger 5 fruits et légumes par jour. Heu c'est pas notre métier, quoi. On n'est Mhm. pas formé pour, quoi, hein, parce qu'il y a Et il y le en a pire de tout, c'est que ce métier n'existe pas. non, Il n'existe carrément mmh, pas. Hein. ouais, voilà, donc nous, on est là, après, et on fait bien comme on peut, quoi, voilà. Mhm. Mais effectivement, en fait, c'est tout le sens, hein, de ce pourquoi on est là, hein, moi, je suis pas un gars compliqué, hein. Bon, on m'avait pris des trucs à la fac de médecine, on m'a dit: «En telle maladie,
on fait tel examen, on donne tel traitement, ça marche. Bon, OK, ça marche. Puis, après on dit: «Bon, finalement, ça marche pas très bien, il y en a un nouveau qui marche mieux». Bon, bah, OK, il y en a un nouveau qui marche mieux, quoi. Puis là, je tombe sur Génisson et il me dit: «Oh, attends, il y a aussi un truc qui marche, c'est arrêter de bouffer des pâtes». Et bah, je regarde, quoi. Taper pâtes dans pub PubMed. Je dis: «Ouais, tiens, c'est vrai, il a raison. Bon, bah, on va le faire, quoi». Mais parce qu'il y a un mais quand même, c'est que je lui dis: «Mais je vais faire comment dans ma clinique là pour que les gens ils mangent plus de pâtes, quoi, et de pain et de pommes de terre et cetera?» À Et il partir m'a du fait: moment où «Bah, tu as cette information, ça devient compliqué dans ta ouais, pratique parce que tu vois tous les jours dans les plateaux repas ce qui vient alimenter les problèmes que tu essaies de guérir avec des médicaments. exactement, Mmh. exactement». Donc c'est tout simplement, se dire: «Bah, voilà, cette méthode thérapeutique-là» avec d'autres, hein, bah, tu seras le premier à dire que les traitements se limitent pas, à la cétogénie, quoi, voilà. Mmh. Travailler sur le sommeil, Tout à fait. l'exposition au soleil, l'activité physique, la diminution du stress et cetera. Mais Et tu ben, vois, s on en revient encore je l'ai dit il y a longtemps, mmh le régime cétogène, c'est le cœur de l'intervention, une intervention métabolique. Maintenant, on peut mmh, connecter beaucoup d'autres sujets oui, pour aller beaucoup plus loin, mais on se heurte aux mêmes problématiques. Et je vais oui, le dire, le souligner 10 fois, il faut être totalement demeuré pour promouvoir pour la santé publique de se protéger du soleil. mmh, Bon, dès lors que je dis ça, je passe pour un fou. Parce que regarde tous les mmh, conseils de santé qui ont été faits, les lunettes de soleil sur les bébés, les vêtements, les crèmes mmh, solaires, les machins, les trucs. Quand tu regardes la littérature scientifique, moins les gens sont exposés au soleil, plus ils ont de maladies, maladies auto-immunes, cancer, etc. C'est factuel. Bon. Donc ça veut dire que les gens, ils sont encore éloignés. Mais tu attaques de nouveau un lobby monumental et des gens qui sont dans l'erreur depuis longtemps. Tu vois? Alors que quand tu regardes le rôle essentiel pour la santé, il n'y a rien sur Terre qui n'est pas exposé au soleil. Hein. Tous les animaux sont au soleil, mmh. les plantes sont au soleil. Prenez une plante verte dans la maison, mettez-la dans la cave. 3 mois après, elle est morte hein, si elle n'a pas de lumière. L'être humain, c'est pareil, il est dépendant du soleil. Mais on revient de nouveau à un sujet immense dont on ne peut pas parler parce qu'on attaque des gens qui ont des moyens colossaux. Quoi. Tu t'attaques le lobby qui tourne autour du soleil. Voilà. Mmh. Et c'est pour tous les sujets comme ça. Le sommeil, c'est pareil. Hein. Moi, quand j'étais petit, le film du soir, il commençait à 20h30. Maintenant, j'ai vu qu'il commençait à 21h15. Ça envoie les gens au lit à 23h30. Mmh. C'est déjà 2 heures trop tard hein, pour respecter la chronobiologie humaine. Et c'est 2 heures trop tard et puis c'est avec de la lumière bleue dans la gueule, hein, en En plus. plus, non Donc mais ouais. ça veut dire que socialement parlant, la Mmh, préoccupation chronobiologique, on s'en fout. Il y a des mmh, millions de personnes qui se prennent ça tous les soirs. Tout le monde s'en fout. Même chose avec les ampoules à économie d'énergie. Hein. On vient d'une époque, toi et moi, où il y avait des ampoules à filaments. Le mmh, spectre lumineux de cette ampoule n'a rien à voir avec les ampoules modernes, qui sont littéralement toxiques. mmh, Personne n'en parle, parce que c'est un mmh, lobby monumental. C'est bon pour la planète. Tu prends une ampoule qui consomme 150 watts, tu la remplaces par une LED qui en consomme 2. Ah bah, c'est bon pour la planète. Et au final, le problème à chaque fois, c'est cette déconnexion entre le monde réel, les pseudo-experts et la littérature scientifique, qui dit le contraire. Hein. Tu as des spécialistes de la chronobiologie. Là, par exemple, je connais un très bien aux États-Unis qui fait un lobby énorme sur le gouvernement américain pour prolonger la vie des ampoules à filaments ici, alors qu'en France, elles sont déjà interdites depuis longtemps. Tu vois. mmh, Et ça a un vrai rôle pour la santé publique. C'est pas anecdotique ce que je dis. Donc le régime cétogène est au centre, mais on se retrouve que plein de petits d'écosystèmes, de mondes sont connectés à ça. C'est notre mode de vie en général qui aujourd'hui devient toxique pour notre santé. On pourrait parler de la myopie, hein. J'arrête pas d'en parler aujourd'hui parce que ça devient problématique. Hein. 90% des jeunes asiatiques à l'âge de 18 ans sont myopes. mmh. Des myopies fortes qui vont induire des cécités dans 20, 30 ou 40 ans. C'est un scandale. Les Chinois, ils ont commencé à se saisir de ça vraiment violemment. Hein. En Europe, on n'entend pas parler. T'as le lobby des opticiens, t'as tout un écosystème qui tourne autour de ça. Pourtant, la science, elle est là. Tu vas sur PubMed et tu trouves comment inverser la myopie. Tu trouves comment changer ton environnement lumineux pour ne pas que la myopie se développe chez les enfants. C'est dans PubMed, hein. C'est pas dans des revues Mmh. ésotériques. Hein. Les gens qui sont spécialistes de la vision sont même pas au courant de ça. Comme le dentiste n'est pas au courant des travaux de euh, Weston Price sur les caries, l'inversion des caries et la nutrition. C'était il y a un siècle là seulement. Voilà. Beaucoup de dentistes ne connaissent pas les travaux de Weston Price.
Je les ai découverts avec toi, moi je l'ignorais complètement aussi. Ouais. Et tous ces alimentation, sommeil, c'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est un problème de représentation, enfin encore une fois, quoi, de transmission d'informations. Parce que si tu dis aux gens, bien manger, c'est important pour la santé, bien dormir, et cetera, l'activité physique, mais tout le monde va être d'accord, 100 des gens vont être d'accord. Mmh mh. Mais c'est leur représentation qui est fausse. C'est qu'ils Mmh. souvent, enfin je parle à la place de tout le monde là, mais ils s'imaginent que c'est une valeur ajoutée, Mmh. c'est toujours mieux, voilà. Et en fait, c'est fondamental. Enfin, Mmh. fondamental, je dis pas important, au sens où ça fonde. Voilà. Mmh. C'est comme quand tu parles de micronutrition. Micronutrition, petite nutrition, Mmh. petits effets, tu vois? Non, Marginal, ouais. non, Mmh. un peu ouais, du microcyanure, Mmh. ça te tue beaucoup, quoi, tu vois? Heu et quand on donne des médicaments, la plupart des médicaments qu'on donne, ils sont dosés en milligrammes. Mmh mh. Tu te rends compte, quoi. Donc quand on parle de micronutrition, on parle pas d'une petite chose. Mmh. Ouais. Et ça, c'est je pense qu'il y a des représentations, qui sont, voilà, qui sont bien accrochées là, ouais. Mmh. Et c'est pas facile aussi de faire passer des messages, précis sur un domaine, bon la nutrition, heu, parce que parce qu'on lui donne pas l'importance qu'elle a, déjà de base. Mmh. Je suis Ça d'accord aussi, c'est et un tu frein. parlais tout à l'heure du lien entre Big Pharma et Big Big Agro Agro. et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses intelligentes. Je vais donner un exemple précis pour vraiment illustrer ça. On a un problème d'apport en sélénium insuffisant dans la population en Europe, en Mmh. particulier en France. Un sélénium trop bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un cours obligatoire de sélénium aux gens, tu donnes un complément de sélénium aux gens. Ben, tu fais quoi? Eh ben, les Finlandais, par exemple, il y a 25, 30 ans maintenant, ils ont pris le problème à bras le corps. Ils ont réuni des experts agricoles, ils ont enrichi leur sol en sélénium. Donc les agriculteurs enrichissent des sols pauvres en sélénium avec un apport de sélénium. Du coup, ce qui pousse sur ces terres a un niveau approprié de sélénium. Ils n'ont plus de problème de sélénium dans la nutrition en Finlande. Mmh. Voilà. C'était pas compliqué quand même. Hein. Et on peut faire la même chose sur beaucoup de choses, beaucoup de micronutriments. Aujourd'hui, la micronutrition, c'est le parent pauvre à la fois de l'agriculture, à la fois du monde médical et globalement, c'est pas un sujet de préoccupation en France. Tu as un grand chercheur belge qui alertait sur les apports inappropriés en iode et il alertait dans les années 80. C'était un grand chercheur, un professeur de médecine. On les a toujours pas résolus. Hein. On a toujours des apports inappropriés en Mmh. iode dans les populations en Europe. Tu vois. Ça veut dire que des sujets de santé publique de premier plan ne sont pas considérés. Tu parlais tout à l'heure de j'ai mes antennes pour détecter les conneries. Tu vois. Mmh. Il y a un point essentiel à comprendre dans la médecine, la nutrition, etc. Pour moi, j'ai coupé ça en deux clans. Il y a les molécules nouvelles et les molécules qui sont là depuis toujours. C'est-à-dire que quand on veut Mmh. commencer à traiter une pathologie avec une molécule qui a été inventée par l'homme, qui n'existe pas dans la nature, là, je me mets déjà en alerte. Pareil avec les Mmh. suppléments. Tu vois, quand je vois des suppléments Mmh. longévité avec des molécules qui ont été créées il y a 3 ans, là, ça clignote. Par Mmh. contre, quand je vois une molécule comme, je sais pas, la mélatonine, l'acide ascorbique, qui est là depuis des milliards d'années, hein, la Mmh. mélatonine est là depuis 2,5 milliards d'années, et qu'on vient m'expliquer que la mélatonine est toxique, oh, là j'ai un problème. Quoi. Parce que scientifiquement parlant, c'est faux, mais c'est surtout que cette molécule, elle est là sur Terre, partout, depuis des millions ou des milliards d'années. Et aujourd'hui, on voudra nous vendre des choses comme sûres et sans danger, qui ont été créées par l'homme il y a quelques années, et comme toxiques, des choses qui sont là depuis toujours, que toutes les plantes ou animaux utilisent. C'est déjà une façon de découper le problème en deux. On n'a pas à faire quand tu cherches à faire une dose létale de mélatonine, tu peux même pas la faire. Par exemple, tu ne peux pas, la DL50 sur la mélatonine n'existe pas. Hein. Donc, quand on regarde cette molécule qui est pas chère, aujourd'hui, au niveau scientifique, tu as à peu près entre 80 et 120 études par semaine qui tombent sur la mélatonine. Mmh. Elle est utilisée en néonat, elle est utilisée en cancérologie, elle est utilisée pour quantité de pathologies. Les Français sont pas au courant. Hein. Il faut toujours, pour 1,9 mg de mélatonine et au-delà, une ordonnance du médecin. Mmh. C'est juste un exemple hein, pour illustrer ce que je dis.
On vit dans un monde où aujourd'hui, ce qui est connu, ce qui est su du grand public et des médecins, l'est à dessein. Parce que des gens ont payé des études, des gens ont payé le marketing, des gens ont payé des services de presse pour que ça se sache. Mais il y a tout un tas de choses qui est dans la littérature scientifique qui sera lue par probablement personne, et qui est pourtant très utile. C'est pour ça que je voudrais réconcilier la médecine et la littérature scientifique. Elle est riche déjà, la littérature. Et puis aussi, c'est c'est parfois un peu difficile, hein, de lire la littérature scientifique, pas forcément techniquement, mais parce que Mhm. tu as, j'en sais rien, mais allez, 80-90, je dis ça complètement au pif, hein, mais c'est intuitif, hein, de la littérature biomédicale Mhm. qui est mauvaise, déjà. Même si elle n'est pas Ah, corrompue, mais oui, qui est de mauvaise qualité, oui, avec des pseudo-pourcentages qui sont pas significatifs. Ah, du Fournais en parle très bien d'ailleurs, hein, oui. où il cite, John, Ioannidis, hein, qui Mhm. est à Stanford, hein, voilà. Heu, Quand on dit, bah, il y a plus 15% ou plus 25% de tels résultats ou moins 25, moins 30, ça, c'est de l'artefact d'étude a priori, quoi. On n'est pas Tout sur à du fait. solide. Voilà. Et donc, ça peut être étude contre étude. Donc il faut aussi apprendre, à lire les études, quoi. Oui. Heu et ça, c'est pas si facile parce que si tu dis, tu vois, l'autre jour, j'ai fait ça sur Grok. Mhm. Je pense comme toi sur les IA, hein. J'ai rien à rajouter de ce que tu as dit, mais des fois, ça me rend bien service pour des trucs et là, je me suis amusé, j'ai dit: «Ouais, Grok, dis-moi quels sont les risques de l'alimentation cétogène? Et je ne veux que, des articles dans des revues internationales à comité de lecture». Bon, il m'a Mhm. sorti quelques articles. Après, je suis allé voir quand même, hein. Il faut aller voir les études. Et puis après, il faut aller voir qui a écrit l'étude aussi, hein. Il y en a une, j'ai perdu son nom là, qui est une militante végane. Bon, voilà, alors on va me dire: «Mais, on peut être, végane et cétogène», on est d'accord. Voilà. Mais, il y a des pubs pour des produits, enfin bon, ouais, bref, pour parler d'un auteur. Voilà et donc si tu t'arrêtes à ça, tu te dis: «Bah, attends, regarde Coco, j'ai 10-15 études scientifiques qui me disent que, ton alimentation, elle est dangereuse, quoi». Voilà, Tout à fait. parce que la PubMed, c'est pas la science, pure, et révélée, hein. Non, c'est tout. Voilà, C'est un c'est ensemble. tout. C'est un Ouais, accès brut à la science. oui C'est tout. et C'est donc tout ce et que donc c'est. de et PubMed, donc pour les gens mmh, qui ne le savent pas, hein, on va juste rappeler, ouais. PubMed, c'est de mémoire 32 millions d'études scientifiques référencées dans Mmh, cet annuaire. mmh, 32 millions. C'est en ce moment 96 500 nouvelles études publiées par mois. Moi, je suis abonné je sais plus exactement, 46 ou 47 mots-clés par semaine mmh, mmh, sur les sujets qui m'intéressent, dont régime cétogène que je suis sous deux mots-clés, kétogénique et kétosis, qui peuvent mmh, avoir apporté des résultats différents. Et d'autres thématiques qui m'intéressent. Un bon 80% va direct à la poubelle, direct. Et les 20% restants méritent une enquête pour aller chercher les 1, 2, 3, 4, 5% utiles et intéressants. Et une ou deux fois par an seulement, j'ai quelques pépites avec des gens qui se posent une nouvelle question. Par exemple, je l'ai publié sur MiWi, c'est là où je publie ma revue scientifique tous les vendredis, il y a une ou deux semaines, où clairement, là, on a vraiment des gens qui ont pris un petit groupe de personnes. Il n'y a pas besoin d'un grand groupe de personnes. C'était un petit groupe d'une quinzaine de personnes sur des neurotransmetteurs et l'impact du bêta-hydroxybutyrate, qui était vraiment extrêmement intéressante. J'ai dit, pour moi, c'est l'étude de l'année. C'était vraiment une nouvelle question posée avec des nouvelles datas chez des vrais humains. C'est pas une grande cohorte, mais c'est réel comme avancée. Et ces études-là, en fait, sont très rares dans tous les domaines de recherche. Mais alors, c'est pour ça qu'il mmh, faut, ça prend un temps considérable. Et moi, ce que je fais au niveau individuel, en fait, devrait être fait au niveau des médecins. Maintenant, il y a les IA qui peuvent aider à trier. On peut gagner du temps avec ça, même si je suis très critique sur les IA. Mais il faut que le médecin il ait un contact direct avec la littérature scientifique et pas son mmh, interprétation. Parce que l'interprétation, c'est un filtre. Les revues médicales sont des filtres. Ils vous donnent certaines informations qui les arrangent et d'autres qui les arrangent pas. mmh. Et une partie des informations qui sont données aux médecins et pas qu'aux médecins, elles viennent, parfois de recommandations. Hmm.
Et là, il y a un piège aussi, Mmh. parce que, je sais pas moi, une recommandation sur un sujet, archi publié, je sais pas, l'infarctus du myocarde, quoi. Bon, Mmh. voilà. Je sais pas combien il y a de publications scientifiques qui sortent, toutes les semaines sur le sujet, mais ça doit être évidemment beaucoup. En centaines. Heu, ouais, heu et le praticien de terrain, cardiologue ou pas, à un moment, il y a des experts en cardiologie, heu, qui, disent: «Bah, écoutez, nous, on va vous faire une synthèse des gars parce que nous, les articles, on les a lus, on a bossé, on a discuté ensemble, on va vous en donner la substantifique moelle», comme on dit. Tu vois? Bah, tu les crois les gars, quoi. Là, tu dis: «Si, c'est de la science». Enfin, les mecs, ils se sont inspirés directement de la science, ils y sont allés, eux, sur PubMed. Tu vois? Mmh. Donc toi, mettez-vous à la place du médecin, quoi. Là, faut être Bah, tu tu intérêt à as être donné très le mot c'est qui est facile. important, c'est synthèse. Mmh, Imaginons qu'on nous soyons des peintres. Nous prenons du blanc, nous prenons du noir. On pourrait imaginer que le blanc est la vérité, le noir est le faux. Et on fait la synthèse des deux. On mélange, ça fait du gris. Et le gris, c'est quoi? C'est à moitié mmh, vrai et c'est à moitié faux. mmh. C'est ça le problème des synthèses. Et moi, ces études-là, en fait, elles ne m'intéressent pas vraiment. Et Mais moi le, non le- plus, tu justement. prends, tu prends, je le donne vraiment en termes, c'est presque pathétique comme exemple, mais il est réel. Hein. Je vais encore le répéter parce qu'il vaut vraiment le coup. Tu as le président du syndicat des cardiologues américains qui, en plein congrès c'est expliqué dans la Seto Academy en détail, à 56 ans, en faisant Mmh, tout ce que les cardiologues disent, puisque lui-même il est cardiologue, c'est-à-dire statine préventive, c'est-à-dire régime pauvre en graisse, c'est-à-dire régime très pauvre en cholestérol, le genre de médecin qui mange des omelettes avec juste du blanc d'œuf, et qui à 56 ans te fait un infarctus en plein milieu du congrès de cardiologie et se fait opérer en urgence pour se faire poser 3 stents par ses collègues. Ces gens, c'est des fous. C'est-à-dire qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent. Hein. Ils mentent pas. Hein. Ils y croient. et d'ailleurs, c'est le boulot qu'ont fait, Boris Dufournet et Victor Arnoux, hein, quand ils étaient, internes en médecine ou jeunes médecins, je me souviens plus, hein. Ils ont voulu, je crois, perdre du poids et cetera. Donc ils ont suivi toutes les recommandations, quoi. Mhm. Et puis ils se sont dit, c'est là où ils sont quand même moins cons que les autres. Ils se sont dit: «Mais ça marche pas, quoi. Donc on va Oui. tout reprendre». Et je crois, de mémoire qu'ils se sont tapés, 20 000 articles scientifiques, et un nombre considérable de bouquins, quoi. Voilà, ils ont tout Mhm. repris. Voilà. Et dans ces recommandations ou autres conférences de consensus, c'est de l'eau tiède, hein. Enfin, je reformule un peu ce que tu dis, mais et surtout, on n'a pas accès aux avis minoritaires. Mais Vachement regarde, important. Voilà. littérature scientifique. Tu as l'étude de base qui est faite, petite étude, l'étude de cas, on monte, méta-analyse, et puis tu as la grande méta-analyse de méta-analyse. Alors là, on est dans la data Mmh. brute. Qu'est-ce qui se passe dans les conclusions de ces méta-analyses de méta-analyse? On est chez des dizaines de millions de personnes dans tous les Mmh. pays, on a tout mélangé. Bah, on ne sait pas. Ou c'est mi-chaud, mi-froid. C'est pas blanc, Mmh. c'est pas noir, c'est gris. Voilà, c'est tout. Mmh. Ça sort rien en fait comme information Mmh. valable, utile pour le médecin. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois les études de cas sont importantes parce que tu vois, j'aime beaucoup les docteurs Todt et Clément en Hongrie chez Paléomedicina parce qu'on leur envoie tous les cas désespérés. C'est-à-dire quand les médecins n'en veulent plus, quand tout a été fait, quand on arrive aux soins palliatifs, hop, ils vont chez eux. Puis tout d'un coup, les gens ils survivent, dis-nous. Oh, bah non, alors celui-là, on lui Mmh. donnait 15 jours à vivre. Ah, bah ça fait 5 ans qu'il est toujours là. Étude de cas. Est-ce que cette étude de cas pèse? Oui, elle pèse pour moi. Parce que cette personne était condamnée, elle est vivante. Voilà. Ouais. Quand tu as, par exemple, je sais pas, une étude d'intervention sur un complément alimentaire et que tu as 95% des gens qui sont guéris, je m'en fous un peu que la cohorte fasse que 30 personnes. Hein. On peut essayer de faire plus gros si on a les moyens, mais ça, c'est significatif pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, dans le monde médical, c'est non significatif ce genre d'études. Voilà, c'est insignifiant, c'est marginal. Voilà. Il est là le problème. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, enfin, ouais, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance aux cas rapportés.
Comme d'ailleurs, on peut attacher beaucoup, d'importance aux portraits, hein, aux 160 portraits, Mmh. que tu as fait. Parce que je vais dire que, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 160. Alors après, on peut dire: «C'est tous des menteurs, c'est des connards, Génisson, Et c'est un à gourou», partir de quel oui, chiffre oui, on arrête de dire ça? oui, c'est ça. Mmh. Parce Ouais. que si on me pousse vraiment à bout, si on Mmh. me pousse à bout, je peux le faire. Tu sais, les 100 premiers portraits keto, l'idée, c'était d'en publier un tous les jours, 7 par semaine. Bon, finalement, on m'a dit 5 par Mmh. semaine, c'est bien déjà. Ça veut dire tous les Mmh. jours. Mmh. Si on vient me tripatouiller et me chercher, j'en Mmh. sors 2 par jour, tous les jours, toute l'année. Mmh. Parce que j'ai les gens. Mmh. J'ai les gens que je connais. Ça fait 10 ans que je suis en contact et que je vois des gens. S'il faut sortir des milliers de témoignages, je les sors. Donc, j'ai arrêté à 160 parce que déjà, j'avais l'impression de répéter tout le temps la même chose. À un moment donné, on a fait le tour. Mais je continue, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est Et ignoré, en fait. C'est pour ça, regarde les audiences de ces portraits keto. Quand ils font 10, 15 000 vues, c'est le maximum. C'est pas partagé. Tu vois? mmh. C'est pour ça que c'est vraiment problématique notre époque parce que les témoignages sont là, les livres sont là, la littérature scientifique est là. Tout est là déjà. Et puis, je reviens sur les études parce que j'entends souvent dire ça, hein, dans le milieu médical, c'est: «Ouais, mais il y a pas d'études sur le sujet, ou pas assez». Mais il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qu'on pratique en médecine et qui fonctionnent, et c'est certain, sur lesquelles il y a aucune étude. Est-ce qu'il y a une étude qui a montré dans le diabète de type 1 l'efficacité de l'insuline versus placebo? Ça Hum. n'existe pas. Donc on arrête, Non. prescrire l'insuline. Le mec de 20 ans qui arrive aux urgences en acidocétose et qui va claquer. Hum. Voilà. Est-ce qu'on a des études qui montrent que quand tu as, une infection pulmonaire, mettre des antibiotiques, ça marche? Est-ce qu'il y a une étude qui montre que quand tu as une hémorragie aiguë, faire une transfusion massive, de globules rouges et de plasma frais congelé, ça va te sauver la vie? Est-ce qu'il y a une étude qui montre que, on meurt moins quand on a une péritonite appendiculaire, quand on est passé entre les mains du chirurgien? Et que et et la plupart, peut-être que je m'avance un peu là, mais la plupart de ce qui marche massivement en médecine, c'est pas prouvé par des études. Oui, Donc les cas rapportés, ils sont extrêmement précieux. Et s'ils troublent oui, personne, il y a des freins cognitifs, hein, je comprends. Si ça trouble personne, il y a un souci quand même. Ouais. oui. Mais le vrai problème, en fait, ce qui nous a quittés dans notre époque, et je parle au sens large, pas que les médecins, c'est le bon sens. Tu sais, tu habites à la campagne, ce qu'on appelle le bon sens paysan, le bon Mmh. sens. Et des choses qui sont évidentes parce que on n'a même pas besoin de l'expliquer. Enfin, on saurait même pas l'expliquer parce que c'est du bon sens. Hein. Mmh. Si tu prends une escalope de dinde que tu le mets dans une poêle en inox, tu sais qu'elle va attacher. Alors que tu sais que si tu mets un corps gras, elle va pas attacher. C'est du bon sens. Mmh. T'as pas fait Mmh. d'études scientifiques pour expliquer ça. C'est Mmh. du bon sens. Mmh. Et quand tu dis à des médecins, mais je comprends pas, le diabète de type 2, c'est une hyperglycémie, ok? Quand on mesure les productions, on s'aperçoit qu'il y a à 50 ou 60 ans, 25, 30, 40, 50% de la production insuline qui est déjà plus là. Donc, on vient injecter de l'insuline pour remplacer. Mmh. Oui, mais alors si on retire Mmh. les glucides, on a réglé le problème Mmh. à l'origine, toi. C'est comme avoir une bouteille de gaz qui est allumée, c'est un incendie, passer son temps avec un tuyau sur la bouteille ou simplement fermer le robinet. Voilà. Ben, c'est ça en fait le régime cétogène par rapport à la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, en fait, Mmh. on lui ferme le robinet, on ferme le robinet à problème. Et je comprends même pas, avec les connaissances qu'un médecin a aujourd'hui, que ça lui saute pas aux yeux, que ça ne devienne pas évident. Au moins sur le diabète de type 2, sans même parler du syndrome Mmh. métabolique, de l'obésité, juste sur le diabète de type 2, qui est vraiment l'origine du problème. Je sais pas te répondre. Je Et sais pas te répondre. on va faire une petite pause parce que je crois qu'il y a peut-être. Attends, on va faire une petite pause. Ouais. Voilà, pardonnez cette interruption, c'était pour régler éventuellement des problèmes de débit. Donc, nous en étions à toujours ces problèmes de littérature scientifique et ces problèmes de déconnexion entre le monde médical, le non-accès du monde médical finalement à la littérature scientifique, la fiabilité de la littérature scientifique
Ce qui va te mettre, si on veut aller dans le sujet suivant, dans une position difficile par rapport à éventuellement ce que tu veux faire, à une position courageuse, parce que je voudrais souligner ta démarche, elle est très très courageuse de te mettre vraiment au service du patient, en ayant accès à la littérature scientifique la plus récente et en essayant des choses qui sont quasiment introuvables aujourd'hui, en particulier en France. Et c'est un petit peu ton projet. Donc, partage-nous un petit peu ton idée, ton ambition, ton envie de ce que tu as envie de faire sur ta prochaine moitié professionnelle. Alors je sais pas comment ça pourrait exactement se formuler, hein, c'est Mhm, tout le sujet, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois que s'intéresser au métabolisme, en général, heu, enfin peut conduire à des succès, moins étonnants. Heu, je vois quand même, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens bien, bien abîmés, quoi, hein. mhm, Et puis pour certains, c'est cramé, hein, c'est trop tard. Voilà, il y a pas Todd et Clément, voilà, et j'aimerais bien travailler plus en amont. Alors, plus en amont pour certains ou ou avec les mêmes patients mais différemment, quoi, et aujourd'hui, ces techniques-là, et beh, je peux pas en disposer. Je peux pas en disposer parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pas dans le bon environnement, et que cet environnement, il va pas changer. mhm, J'ai quand même, je fais une incise, abordé avec ma direction, ce sujet. Abordé, hein. Il y a pas on n'a pas eu de conversation dessus. C'était un échange de quelques phrases en disant: «Mais ça existe pas les endroits où on peut mettre les gens en cétose qui ont des maladies graves, mhm, heu et qui sont désespérés et qui ont tout essayé. Puis on a des locaux, moi j'ai envie de le faire, on est-ce qu'on pourrait pas, mettre ça en route? Heu, Ça vous rapporterait du pognon, ça fera de l'activité à la clinique et cetera». Et je dis à la direction, vous savez, je connais les administrations des cliniques privées parce que c'est les mêmes que les administrations de l'hôpital public. Ce ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des créateurs, hein, parce que quand on crée, par définition, personne ne l'a fait, hein. Et de toute façon, ils ne me suivront pas. Et elle me dit, la directrice, me dit, «Détrompez-vous, je connais bien les gens», la clinique appartient à un très gros groupe. «Je connais bien les gens du groupe, ils pourront vous suivre, mais» c'est là que ça merde. «Mais il faut que vous montriez que vous êtes capable de conduire, un projet médico-économique, mhm. de conduire, de l'animer, de le faire réussir, et ils pourront vous suivre sur un autre projet». Mais moi, je veux pas faire un autre projet, je veux faire celui-là. Voilà. Donc l'hôpital public, peut-être que je serai démenti, mais de tels problèmes systémiques, je vois pas comment ils vont faire. Donc je me dis: «Bon, faut que je fasse moi, hein, et hors d'un établissement». Donc j'avais pensé à faire, alors j'ai pensé à beaucoup de choses, notamment, monter tout seul une clinique au Maroc. Ça a bien fait marrer tout le monde. Je suis incapable de faire ça. Je suis pas du tout un entrepreneur. Et plus raisonnablement, évidemment d'ouvrir une consultation autour du métabolisme, quoi. D'ailleurs, j'avais Mhm. pris contact avec Boris Dufournet, qui a été très sympa. Vraiment, je pensais pas qu'il prendrait autant de temps. Il m'a envoyé des audios sur WhatsApp, il en a eu pour 1 heure. Il me donnait des conseils de lecture. Enfin, je l'ai trouvé vraiment adorable. Mais, je me souviens plus de ce que j'ai dit avant ou ou pendant l'interview. Alors peut-être que je me Par répète. rapport au développement d'une une activité de Ouais, consultation. ouais. Oui, c'est ce que je te racontais avant l'enregistrement. Je l'ai pas encore éprouvé cette médecine-là, j'ai pas le temps, hein. Je suis Mhm, dans le service, mon associé vient souvent, m'aider un peu, mais je veux dire les semaines, elles font 70 heures, tu vois? Là, j'ai 3 jours de repos sur tout novembre, hein. J'ai un vendredi, un samedi, un dimanche, terminé, hein. Donc c'est un peu j'ai pas le temps de placer des consultations même pour essayer un peu comme ça, voilà. Mais j'ai déjà communiqué, autour de ça avec des patients, bon. Un mhm, patient que je suis allé voir chez lui, on est resté 1 heure 3 quarts pour faire de la réinformation
je reprends ton mot, Mmh. Mmh. en étant j'étais pas spécifique, hein. Je parlais pas de ses maladies et de lui, hein. Hein, hein. C'était, un peu de paléanthropologie, un peu de métabolisme des glucides, un peu, macronutriments, un peu de micronutriments. Le type était intéressé et mais c'est 1 heure 3/4 ça m'a pris à peu près, quoi. Mmh. Heu, Mmh. voilà. Bon, j'ai eu plusieurs expériences comme ça où quand les gens sont intéressés, ça prend beaucoup de temps pour, les informer et c'est pour ça que je t'avais écrit au départ, hein. C'était pas pour passer à la télé, c'était Mmh. en te disant: «Mais comment je peux faire?» parce qu'on part tellement loin. Est-ce que les gens vont s'inscrire à la CTO Academy, puis après on fait un partenariat, ils viennent me voir, je les envoie, je sais pas comment m'y prendre et donc j'ai entendu des médecins ici, Florence Dufournay et Danan, dont j'ai perdu le prénom, pardon, le Albert Danon, psychiatre de ouais. merci. Mmh. Elle dit: «Bah, nous, on voit que des gens qui viennent nous voir pour ça, parce qu'on n'a pas le temps». Mais je les comprends, quoi Ah, je pense que et c'est vraiment le bon angle, c'est-à-dire que tu t'occupes de personnes déjà convaincues et que tu ne perds ouais. pas de temps ou d'énergie à essayer de convaincre des gens qui ne souhaitent pas l'être. Ça prend Non trop de temps. et puis, tu sais, au tout début, enfin, je vais revenir au projet, mais, au tout début, quand j'ai découvert, les bienfaits de la cétose, au contraire de ce qu'on peut dire, enfin, en tout cas, moi, je vois comme ça, les facilités pour y accéder. Je me suis dit: «Mais c'est dingue que tout le monde fasse, pas ça, quoi». Enfin, j'étais pas au courant, mes collègues sont pas au courant, le monde entier visiblement est pas au courant. Je me suis dit: «Bon, bah, il suffit d'aller, dire l'évangile, partout et puis tout le monde va s'y mettre et puis voilà, quoi». Voilà, bon, j'ai vite déchanté et je dis des trucs que tout le monde sait, hein, sur cette chaîne, mais c'est incroyable, quoi. Non, non, mais en fait, c'est Je intéressant suis parce que moi, j'ai fait comme toi, hein. C'est-à-dire, je me suis dit, ah, c'est factuel, et il y a la littérature scientifique. Tout ce c'est que vrai, je vais ouais. dire est appuyé sur de la littérature scientifique, donc forcément, les choses vont changer. Ça fait, j'ai commencé le régime cétogène en 2013. Je garantis que rien n'a changé, hein. Ouais. Donc, ça sert à rien de vouloir perdre du temps là-dedans et vraiment se Ouais. focaliser sur des gens qui C'est sont en c'est demande d'information et d'aide. ouais. Oui, mais et rien qui changera. Et les gens, il y a des gens à qui j'en ai parlé qui s'y sont mis, généralement c'est du low carb, mais ils ont été convaincus tout de suite, quoi. Voilà, Mmh. ils étaient intéressés. Autrement, les gens s'en foutent, ouais, ils sont un peu polis, voilà, ou ils se moquent, pas méchamment, mais bon, voilà. Donc moi, je vais pas aller chercher les gens en consultation, avec un lasso, les traîner derrière la bagnole et puis leur dire, «Arrêtez de manger des pâtes», quoi. Voilà, quoi. Et donc c'est pour ça il faut pouvoir recruter ces gens moi je suis à la campagne, hein, bon, personne va venir, voilà, donc il faudra recruter de plus loin, donc probablement en visio et puis pour moi, ce qui est vraiment, important, j'imagine pas les choses autrement, c'est travailler en réseau. Oui, Mais pas qu'avec des médecins, parce qu'il y a pas il y a pas enfin, il y a besoin de médecins, mais mais pas pour tout. Pas pour non, tout et donc avec des gens formés, convaincus, et on peut imaginer plusieurs corps de métier, hein. Bah, je crois que tu l'as déjà dit, toi-même dans d'autres vidéos, hein. Cuisinier, diététicien évidemment, infirmier et cetera. Alors déjà, j'arrive quand même, heu, j'ai un bout d'embryon de réseau parce que j'envoie des patients à une diététicienne qui est donc à Charlieu dans la Loire. Elle m'a autorisé à dire son nom. Je lui ai envoyé un texto et qui s'appelle Ninon Piault, P-I-A-U-L-T et et qui est d'ailleurs la sur la seule liste des professionnels sur notre c'est site, voilà. voilà, c'est comme ça que je l'ai découverte et elle était à 3 kilomètres de chez moi. C'est quand même assez Mmh. incroyable, hein. On s'est rencontrés, on a discuté 2 heures et quart, je crois, j'ai trouvé vraiment très, très intelligente. Elle en sait beaucoup, beaucoup plus que moi, donc c'est pour ça que je lui envoie des gens, quoi. Alors est-ce qu'ils vont la voir? Je sais qu'il y en a je sais que certains, vont aller la voir. Bon, il y en a beaucoup qui vont, je pense pas, mais bon, voilà. Et puis j'ai une collègue, qui est infirmière de pratique avancée. Alors, les gens savent peut-être pas ce qu'est ce nouveau métier, infirmier de pratique avancée. On dit souvent IPA ou IPA. Ce sont des infirmiers qui, après 5 ans d'expérience professionnelle, retournent 2 ans à la fac et ont un droit de prescription
prescription de médicaments, prescription d'examens complémentaires et ils peuvent suivre les patients. Donc il y a plusieurs, ils ont 1 an de tronc commun et 1 an de spécialité. Donc il y a médecine d'urgence, psychiatrie, et cetera. Moi, la personne que je connais, Isabelle, elle est, qualifiée maladie, chronique, stabilisée. Alors Mmh. la formation est très mauvaise, hein, d'ailleurs les étudiants le disent eux-mêmes, mais c'est pas grave, ça leur ouvre des droits, et de toute façon personne n'est formé au métabolisme, donc Mmh. on s'en fout de la formation, hein. C'est le statut qui compte, quoi, donc voilà, et elle est OK, elle a commencé pour sur au métabolisme. Voilà, il y a déjà un petit triangle là qui pourrait sauver. Mais oui, ils ont besoin peut-être d'autres corps de métier, connaître d'autres gens en France. C'est difficile, hein. Je suis bien sûr, hein, j'ai épluché toute ta liste de professionnels de santé, mais après, comment on peut travailler ensemble? Mais tu vois, justement, cette Je sais liste, pas. elle est intéressante parce que j'ai pris que des gens qui m'ont fait la demande d'être sur cette liste. J'ai formé à peu près 200 personnes qui sont des professionnels de la santé, des médecins, des infirmières, etc., dans la CETO Academy. Beaucoup ne veulent pas être dans cette liste parce qu'ils ne veulent pas être Mmh, identifiés cétogènes. Ils veulent pas avoir la marque au fer rouge cétogène. mmh, Et donc, cette vidéo est intéressante parce que j'invite les gens qui voudraient rentrer en contact avec toi, qui voudraient éventuellement participer à un projet d'union. Et je pense qu'en étant unis, on est beaucoup plus fort qu'en étant séparés. Ben, ils me contactent. Sur notre site, il y a un formulaire de contact et moi, je les mettrai en contact avec toi. Si vous êtes médecin, si vous êtes infirmière, si vous voudriez accompagner des gens vers la reprise de la santé grâce à une approche cétogène et participer à cette équipe, en fait, ce travail d'équipe, bah, rentre en contact avec moi et puis je te les renvoie parce que là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on fait presque du brainstorming, à savoir quel pourrait être le bon service à proposer pour aider des gens à ne pas tomber malades ou à aider des gens à sortir littéralement de la maladie grâce à une approche métabolique au sens large. mmh. Quelqu'un qui serait une sorte de découvreur du régime cétogène pour l'expliquer aux gens est important. Une infirmière qui sera là pour suivre des traitements qui sont déjà en place, elle serait importante. Toi, en tant que médecin ayant une vision sur les résultats, etc., adapter des traitements, tu as un rôle important. Pourquoi pas d'autres spécialités, mais je pense qu'un projet collectif comme tu le proposes, ça serait extrêmement attendu, extrêmement intéressant en France. Moi, je suis sûr qu'on peut vraiment rendre service aux gens. Je suis sûr que les gens, viendront. Heu de toute façon, la médecine, elle va tendre vers ça, hein. Je pense. À quelle échéance, j'en sais strictement rien. Quelle importance ça prendra, je sais pas, mais ça va tendre vers ça aussi pour des raisons, presque politiques, parce qu'il y a une contre-opinion qui se forme et qui est de plus en plus puissante. Alors, heu on sait, enfin, là, j'enfonce une porte ouverte, hein. On a des grands médias, mainstream qui sont en train de se casser la gueule. Les journaux, en tout cas en France, fonctionnent, uniquement sur des donations publiques. Les télés, les radios sont de moins en moins regardées et écoutées, et c'est internet qui est en train de monter. Alors, je sais ce qu'on vient de dire: «Ouais, il y a tout et n'importe quoi». C'est vrai, mais il y a tout Mmh. quand même. Voilà. Mmh. En tout cas, cette contre-opinion, elle monte. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas mon propos, je m'en fous, ça existe, et de toute façon, je sais pas, la télévision, techniquement même, elle a plus de raison d'être. C'est que de l'habitude, c'est Mmh. fini. Mmh. La contre-opinion en médecine, ça fait longtemps qu'elle existe. Heu Moi, quand j'étais gamin, on était soigné à l'homéopathie, on allait voir des acupuncteurs, ma mère était branchée à fond là-dessus, quoi, hein. J'ai toujours entendu ça, quoi, partout, quoi. Bon, il y a eu, donc il y a cet effet internet en lui-même, où c'est en train de monter, et on voit qu'on a des gens, toi par exemple et d'autres, des gens extrêmement sérieux et documentés qui ne disent pas comme la faculté ou l'académie. Mmh.
et qui arrive avec du biscuit, hein. Tout ça, c'est évidemment accéléré avec la crise du Covid. Là aussi, on va dire: «Ouais, les antivax, c'est des cons et c'est machin et raoult», mais c'est on s'en fout ça, c'est pas le sujet. Les gens sont déjà demandeurs, d'autre chose et on a autre chose à leur proposer en restant parce que pour moi, c'est vachement important, en restant dans la médecine scientifique. Moi, je sais faire que ça, hein. Mmh. Mmh. Moi, je suis pas magnétiseur, je voilà, quand je dis ça parce que ma mère est magnétiseur. Là, moi, je serais plus à l'aise, avec un livre de biochimie, quoi, tu vois? On a des études scientifiques, voilà. Moi, je reste dans ce que j'ai toujours fait, au fond, hein, la médecine scientifique, quoi, voilà. Sauf que, ben, ces traitements-là, je veux pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, je peux pas les utiliser, voilà. Et puis vraiment, les gens en santé sont vraiment des gens de réseau. Tout seul, ça marche pas bien. On a vraiment besoin des autres. C'est un quelqu'un de malade, c'est un réel tellement compliqué, heu, ça me semble un peu pauvre que de l'aborder d'un seul point de vue. Mmh. Donc je pense que c'est bien d'avoir des gens avec des personnalités différentes et avec des histoires, des métiers différents pour aborder tout ce réel-là, quoi. Ouais. Alors après, comment on va construire ça, c'est pour ça que je suis là, j'en sais rien. Alors tous Non, les mais tous les 2 jours, j'ai une nouvelle idée, mais voilà. Vas-y, je tu t'écoute. es déjà animé par l'envie de proposer une offre médicale, toi en tant que médecin, t'entourant d'autres personnes, pour aider les volontaires qui veulent retrouver une santé Mmh. grâce à leur assiette et à quelques changements de mode de vie. Donc déjà, ton projet, c'est ça. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent participer à ça, ils m'écrivent, il y aura le lien du formulaire de contact en description de cette vidéo. Pour rentrer en contact avec toi, je transfère et il va falloir brainstormer parce que il y a plein de choses à voir. Est-ce que faut faire un grand site internet avec plusieurs spécialités? Les gens prendraient des rendez-vous, vous auriez un suivi mensuel, etc. L'idée, c'est quand même de sortir les gens de l'hypermédication, c'est-à-dire des gens qui sont diabétiques, ben, faire Mmh. qu'ils ne soient plus diabétiques, des gens qui sont hypertendus, faire qu'ils ne soient plus hypertendus, des gens qui sont en obésité, faire qu'ils ne soient plus en obésité. Et tout ça, c'est un travail d'équipe. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau à créer parce que je vois tout le monde, globalement, dans chaque vidéo que j'ai publiée. Est-ce que vous ne connaîtriez pas un médecin dans ma ville ou dans mon département? Il faut bien comprendre qu'en France, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Et les quelques personnes qui se sont publiquement exposées, je pense au docteur Jikossi en cancérologie, ou je pense à d'autres que j'ai pu interviewer, sont littéralement submergés par la demande de la France entière. Donc organiser quelque chose avec de la télémédecine, parce que depuis le Covid, ça s'est démocratisé, faire des consultations à distance, envoyer des documents, etc. À mon avis, ça pourrait être au moins déjà un premier pas pour aider beaucoup de gens en France qui n'ont pas accès dans leur département à des gens au moins bienveillants sur le régime cétogène. Mmh. Et moi, je crois que j'aurais un goût, quand même à m'intéresser, aux gens dont les cas sont un peu désespérés ou leur cas, enfin, ou le cas qui est Attends, on désespéré va ou le refaire une patient. pause parce que j'ai encore perdu la connexion. On refait une pause. OK. Bon, nous avons essayé de régler le problème de connexion qui était un peu basse, mais je ne sais pas ce que ça va donner dans la durée. Donc, on en était sur la nécessité de travailler en réseau quand on veut faire ce genre d'activité, parce qu'entre collègues, vous avez besoin de discuter pour être efficace pour les patients, quoi. Oui et puis c'est réconfortant aussi quand même, hein, voilà. Oui, Heu, parce que et puis parfois discuter, surtout sur ouais, les cas un peu compliqués parce que ouais. un simple diabète, c'est relativement simple, mais il y a des pathologies qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus complexes. Et il faut l'adhésion du patient, il faut expliquer au patient, il faut vérifier que le patient a bien compris ce qui a été dit. Il faut regarder après tous les résultats d'analyse dans différentes spécialités. Et c'est vrai que travailler, collaborer avec d'autres collègues, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mmh. Et juste avant qu'on soit coupé, je commençais à te dire que enfin mon goût, hein, parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, hein. Ce serait quand même peut-être, dans un premier temps, je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs, hein, de m'occuper plutôt des gens qui se sentent un peu désespérés parce qu'ils ont tout essayé, quoi. Voilà.
Mmh. ou qui sont dans des états relativement graves. Ah, alors je le dis, si jamais il y a un membre du conseil de l'ordre qui est en patrouille, Mmh. c'est pas du charlatanisme. Heu, il s'agit pas de dire aux gens qu'on leur promet une guérison, pas ça. C'est qu'ils, Mmh. enfin, tu les as vus comme moi, ils savent plus où aller, quoi. Les gens qui ont des Oui. fibromyalgies, qui sont déprimés ou qui ont des syndromes de l'intestin irritable, enfin, je sais pas. Ouais, sans même Oui. parler tu vois, de maladies, très graves, mais leur vie est pourrie. Et Oui. il y a des médecins et des infirmiers qui sont très gentils, très compatissants, mais ils y arrivent plus avec eux, hein. Et puis c'est vrai qu'ils suscitent souvent le rejet, hein. Donc se dire qu'il y a un endroit avec des gens, on va dire, qui vont les accueillir, voilà, et on va s'occuper de vous, on a des choses à vous proposer, on va voir. Si vous êtes OK, on va le faire ensemble, hein, tout simplement, voilà. Donc Mmh. voilà, parce que on m'a dit que je risquerais d'être, accusé de charlatanisme. Non, pour être charlatan, il faudrait que je dise à quelqu'un que son cas est extrêmement grave, alors c'est pas le cas, et Mmh que mh. je vais le soigner, ou que je lui promette une guérison, impossible. Non, donc c'est absolument pas du charlatanisme, d'autant plus, on va le redire encore une fois, que tout ça est quand même étayé par de la science. Ouais, je Oui. crois que j'aimerais vraiment, faire ça, parce que je vois hospitaliser des gens qui, je sais même pas où ils vont aller. Il y a rien pour eux, quoi. Vraiment, vraiment. Bah, tu donnais Ils un bon sont exemple avec l'intestin parce que l'intestin, en fait, est vraiment une problématique que les médecins comprennent pas et les gens sont vraiment démunis. Exemple, j'ai publié un témoignage d'un pilote d'enduro qui est d'ailleurs pas très loin de chez toi, je crois, qui avait un Crohn depuis 16 ans. Sa mère elle-même était touchée par le syndrome. Il était sous immunosuppresseurs, c'était bien sûr catastrophique au niveau de son mode de vie. Il passe en régime cétogène et 80-90% des symptômes disparaissent juste avec un régime cétogène omnivore. Et finalement, il apprend et il comprend qu'en étant encore un peu plus extrême, en allant sur du carnivore, c'est-à-dire en retirant les fibres, ça peut aller encore plus loin. Et là, il s'estime guéri en fait. mmh, Personne ne lui a dit depuis 16 ans. Tu vois? C'est ce genre de choses. Les pathologies liées à l'intestin, les gens se sentent vraiment mmh, seuls. et Alors que finalement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu auras à faire comme mmh, médecin? Tu prescris mmh, juste un régime cétogène. mmh, C'est du bon sens en fait. C'est de la viande, mmh, c'est du poisson, c'est des fruits de mer, des légumes pour ceux qui en mangent, des produits laitiers pour ceux qui en mangent. C'est pas, tu pas dit aux gens d'arrêter de manger pendant 3 mois, hein. On est sur mmh, quelque chose de relativement mmh, facile à comprendre, quoi. et puis il y a les succès du traitement, c'est une chose, c'est satisfaisant, mais moi, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est justement que les gens se prennent en charge et s'émancipent. Mmh Je mh. pense que ce serait on c'est assez enthousiasmant d'imaginer ça, quoi, ouais. On change complètement de schéma, hein, par rapport à ce qu'on fait, hein, d'habitude, hein. C'est les gens qui vont se Mmh. soigner, parce qu'on n'est pas obligé d'être médecin, hein. Les gens, ils peuvent se mettre en cétose tout seuls. Mmh. L'intérêt d'être face à un médecin, c'est que souvent les gens sont traités, quoi. Il y a des médicaments aussi à arrêter, et c'est pas si simple. D'abord parce que avec certains médicaments, ça peut être dangereux. Il faut pas faire n'importe Mmh mh. quoi. Et puis c'est vrai que c'est aussi un peu rassurant pour les gens, se dire que le toubib a dit: «Allez, c'est bon, vous pouvez y aller, OK, il y a pas de danger à faire ci et ça, et puis si ça merdouille un peu, c'est pas grave, je serai là, on corrigera». Mais l'idée quand même, à la fin, c'est qu'eux soient libres, hein. C'est pas Oui. on a des gens, j'écoutais le témoignage là de la j'ai perdu son nom, de l'assistante sociale alsacienne, qui se considère guérie de sa spondylarthrite anchylosante, quoi, Oui, oui, hein. tout à fait, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Intelligent de nous, hein. Ouais. Alors ça, là Non et aussi, puis, il y a aussi les cas vas-y, extrêmes, vas-y. hein. C'est-à-dire que concrètement, on n'a jamais dit, j'ai jamais dit et les gens que j'ai invités ont jamais dit, par exemple, de ne pas prendre de chimiothérapie versus un régime cétogène. Ça a jamais été Mmh, dit. Mais on a des cas extrêmes. Par exemple, le glioblastome, que je connais bien parce que c'est celui qui a tué ma mère.
Le glioblastome, en fait, c'est tout le temps le même parcours. 4500 Français concernés chaque année, à qui on va faire une chirurgie quand c'est possible, une radiothérapie, une chimiothérapie, et puis au bout de 12-18 mois, on va leur dire, on a fait tout ce qu'on pouvait, rentrez chez vous et mourrez. Voilà, concrètement, c'est ça. Les soins proposés sur le glioblastome, c'est des soins palliatifs. Mais les gens, ils n'ont aucun risque, en fait, à changer de régime alimentaire au moment où la médecine leur tourne le dos, littéralement. Tu vois, ça, c'est les cas extrêmes. Qu'est-ce qu'on a à risquer à entreprendre un régime cétogène quand la médecine vous a dit que vous étiez foutu? Parce que dans les mots, dans le texte, c'est ce qui est dit. J'ai été là à côté de ma mère, c'est ce qui a été dit par des médecins. Donc, sur les cas extrêmes comme ça, on n'a rien à risquer. Et puis, sur des choses beaucoup plus simples, les pathologies auto-immunes, certains problèmes liés à l'intestin, alors bien sûr, tout le syndrome métabolique, hypertension, diabète, tout ça, c'est très facile en fait. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'ajustement de traitement. Tu as le docteur Westman aux États-Unis qui a publié il y a 7 ou 8 ans un document avec 3 ou 4 confrères qui explique aux médecins comment réduire la médication dans le cas du diabète de type 2, selon le type de médication. Est-ce qu'on est encore qu'à la metformine? Est-ce qu'on est déjà à l'insuline, etc. Tout ça, c'est mis dans un document scientifique. Oui, je l'ai cherché, je l'ai La pas feuille de route, trouvé on l'a d'ailleurs. déjà. Ouais, je Je veux bien, pourrais t'envoyer, il n'y a pas de problème. ouais, je veux bien, Ouais, c'est je gentil, ouais, ouais. Je l'ai pas trouvé, ouais. Mmh. Et alors, l'alimentation cétogène, c'est ça qui est aussi un peu fatigant. C'est que c'est pas très connu, mais on trouve quand même des services dans lesquels c'est pratiqué, et notamment des services de Bien sûr. neuropédiatrie. Oui. J'ai été en conversation téléphonique avec une dame là, qui est mère d'un ado qui, je crois, a 14 ans, c'est il y a quelques mois, parce que je connais sa sœur, etc. Et le gamin, il a l'épilepsie réfractaire donc grave, hein. Le gamin, il vit avec un casque, enfin, l'horreur, quoi, hein. Voilà. Et, et donc je parle de ça, et elle dit bah, j'en parle à ma sœur, voilà, bon, et j'appelle et je lui en parle. Et j'ai été vraiment étonné parce qu'elle m'a dit oui, j'en ai entendu parler par le neurologue du CHU de Lyon. Je dis bah super alors. Mmh. Mais elle nous a dit oh, c'est quand même compliqué parce qu'il faut peser tous les aliments. Ouais. Faut peser tous les aliments. Bon, et puis après, on est revenu en consultation, puis on nous en a plus parlé. Donc tu vois quoi, c'est-à-dire que même quand les gens savent ce que c'est, ils disent quand même des choses qui sont pas vraies, que je suis poli, et on le remet pas au centre du problème, quoi. J'ai entendu Mmh. aussi sur YouTube, je sais pas qui est ce gars, je crois que c'est un neurologue des hôpitaux de Paris. Il explique ce que c'est que l'alimentation cétogène en disant voilà, c'est quand même compliqué. Voilà, mais enfin bon, quand on a que ça, autant s'en servir. C'est une alimentation antiphysiologique. Ah, c'est l'adjectif qu'il a employé, hein. Alors on peut difficilement faire plus physiologique comme alimentation. C'est-à-dire, voilà, même des gens, même des médecins, euh, qui sont devant des patients qui ont des indications reines et qui connaissent l'alimentation cétogène, ils savent l'écrire, et ben ils sont pas capables de le faire comme il faut, ils sont mal informés. C'est dingue, hein. Oui, mais Et c'est pas ça m'a nouveau. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Déjà, le 1er problème, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire comment tu peux, proposer une alimentation, quand toi-même tu en as une autre qui est opposée à 100. mmh, Toi, moi, je sais pas, je pratique, tu sais que j'ai des opinions très marquées, très clivantes sur certains sujets, par exemple l'alcool, abstinence totale de l'alcool, etc. On peut parfaitement documenter, scientifiquement parlant, les désastres induits par l'alcool, qui est aujourd'hui la première drogue consommée au monde et qui est, j'aime bien reprendre la phrase, cette citation, la seule drogue qui nécessite une excuse pour ne pas être consommée. Quand tu es en famille, mmh, etc., il faut une mmh, excuse pour pas en consommer. Bon, mmh, eh bien, tu as des gens qui font des circonvulsions, des pirouettes comme c'est pas permis, juste parce qu'ils sont consommateurs d'alcool, en tant que médecin, en tant que mmh, professeur d'université, en tant que chercheur, pour essayer de trouver tous les avantages d'une certaine consommation d'alcool. C'est du bullshit. mmh. C'est comme si moi, en tant que pilote de motocross, je disais que pratiquer le motocross était bon pour la santé. Non,
Mmh. Si vous voulez préserver l'intégrité de votre squelette et avoir une bonne santé et pas vous exposer à un risque inutile, ne faites pas de motocross. Toi. Je le fais en connaissance de cause, mais je suis pas assez stupide pour aller en faire la promotion. Hein, j'aurais par exemple, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, je ferais tout pour et ne pas les initier à ce sport, parce que je sais ce qu'il coûte. Tu comprends? Quand on est médecin, on ne peut pas avoir une nutrition personnelle et prescrire une nutrition qui est totalement à l'opposé. Il y a un problème, il y a une dissonance cognitive. Tu vois. Ouais. Et ça, Et quand on te ouais. dit, quand un médecin ou un professeur d'université te dit le régime cétogène est difficile à suivre, etc., c'est quelqu'un qui n'y connaît strictement rien. Parce qu'il l'aurait pratiqué ne serait-ce qu'un mois lui-même, il verrait que c'est très simple, c'est très facile à mettre en œuvre et que c'est très facile à tenir dans la durée. C'est pour ça que c'est une des seules méthodes thérapeutiques que le médecin est obligé de s'administrer pour pouvoir pratiquer son Oui, métier. Il n'y a pas d'autre. oui. Parce que c'est vrai aussi ça, quand tu parles de régime, d'alimentation, je l'ai vu quand j'en parle aux gens, il y a cette idée que tu vas duper ton organisme, contraindre ta Mhm. physiologie pour la conduire ici ou là. Et là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça, hein. C'est juste, enfin, je te cite, hein, c'est juste l'alimentation normale de l'être humain, quoi. Voilà. Oui. Donc il y a Et alors, pas, le pire de trente sous le tout, choix. c'est que, tu vois, cette question que tu soulèves là, elle a été scientifiquement démontrée. Tu as une scientifique que j'apprécie particulièrement, qui est dans la nouvelle génération de chercheurs, qui s'appelle Isabella Cooper au Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est rigolo parce que sa belle-mère est française et elle avait fait la Céto Academy, donc on est un peu en contact. Son travail est toujours remarquable parce qu'elle pose les bonnes questions. Eh ben, elle s'est posé cette question suivante. Que se passe-t-il si je prends un groupe de personnes métaboliquement parfaitement sain, c'est-à-dire le poids, la tension, le Mmh. cholestérol, Mmh. CRP, enfin, on a un groupe de personnes totalement saines en régime cétogène. Que se passe-t-il quand je remets ces personnes avec une alimentation occidentale standard, 55% de glucides, etc., etc. Eh bien, on fait apparaître tous les maux de notre société. On retrouve des problèmes de profil lipidique, on retrouve une CRP élevée, on retrouve une hypertension, etc., etc. C'est-à-dire que c'est bien l'origine de nos maux modernes. Je parle des maux les plus courants, tout ce qui tourne autour du syndrome métabolique a pour origine notre alimentation et les mauvaises directives nutritionnelles. Voilà. Donc le régime cétogène, il ne fait que retirer en fait cette mauvaise alimentation pour revenir à ce pourquoi nous sommes prévus. C'est comme dire est-ce qu'une vache doit manger de la farine de viande? Mmh. Une vache est un herbivore, ça mange de l'herbe et elle est en parfaite santé quand elle mange de l'herbe. Et à partir du moment où on commence à vouloir lui faire manger de la viande, vu que c'est pas un carnivore, eh ben les problèmes se posent. Eh ben il se passe la même chose avec les humains. Euh, le régime occidental à 55% de glucides, il n'a pas été fait en double aveugle, randomisé, pour savoir si c'était le meilleur régime alimentaire pour les humains. Il s'est imposé de lui-même hein, par nos habitudes, par nos goûts. On s'est fait piéger par le sucre certainement. Et au final, on se retrouve à avoir un désastre sanitaire. Et le régime cétogène, c'est juste revenir à ce pourquoi Mmh. l'être humain est designé. Voilà, et c'est pour ça que cet accompagnement médical, il doit quand même exister parce que même si on revient à une alimentation normale, donc saine, quand l'organisme a été abîmé, ça peut secouer quand même, hein. Voilà. Tout à fait. Euh, c'est bien de faire de l'activité physique. Enfin, quand tu as les genoux pourris par l'arthrose, tu as une insuffisance cardiaque et que tu fais 120 kilos, va falloir y aller doucement quand même, hein. Il vaut mieux être accompagné quand même, hein, et faire Hum, les choses dans l'ordre, hein, hum. aussi, quoi. Voilà. Et oui, c'est vrai que moi, je crois que tu prenais la même analogie que moi, c'est avec l'alcool. C'est un peu comme si Oui, depuis gamin, on buvait de l'alcool matin, midi et soir, puis un peu au goûter aussi. Et puis on se dit, bah, en vieillissant, euh, on a des maladies des nerfs, des maladies du cerveau, on a des cancers. Le foie, il devient fibreux, hein, on a remarqué ça. Quand tu as 60 balais, on dit, c'est comme ça, hein. Et on a confondu, moi je l'ai beaucoup confondu hein, aussi. On a confondu l'âge avec le temps qui passe. L'âge, c'est un oui. marqueur du temps qui passe, hein. C'est-à-dire qu'il y a le vieillissement et les dégâts liés au temps qui passe, quoi. Voilà.
Mmh. Et ben j'ai fait de la gériatrie là, pendant 3 ans dans un hôpital et j'étais complètement dans cette confusion. Et je serais curieux de savoir, comment serait une population, de gens qui de la naissance à la mort sont cétogènes, plus tout ce qu'on a dit sur le sommeil, et cetera. Je serais vraiment curieux. On ne sait pas, hein? Ah mais là, bah, enfin, empiriquement, j'ai la réponse. Bien sûr, j'ai pas la preuve, mais Mmh. la réponse, c'est-à-dire, si tu prends déjà une bonne nutrition de la mère, parce que la vie elle commence au moment de la conception, préconception, une mère qui n'est pas stressée, qui a une bonne alimentation, un accouchement par voie naturelle, un allaitement long, la bonne nourriture étant enfant, pas d'exposition aux antibiotiques, c'est-à-dire un microbiote intestinal sain qui s'installe dès le départ, une activité physique, une exposition au soleil, une bonne nourriture tout au long de la vie sans avoir le stress chronique de la vie courante qui est vraiment l'exposition au cortisol. Quand Mmh. on baigne dans le cortisol pendant des décennies, c'est un des problèmes. Mmh. Ben, on va jusqu'à plus de 100 ans. Alors, je sais pas exactement, il y en a qui disent Mmh. 110, 120 ans. Bon, très bien, mais c'est surtout en parfaite santé, c'est-à-dire sans maladie. C'est-à-dire c'est un vieillissement normal, sans maladie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société a accepté comme normal d'avoir chez l'homme un ventre bien rond, donc une stéatose hépatique qui s'installe à 40 ans, avec une résistance à l'insuline, une hypertension qui arrive à 50, un prédiabète qui est finalement un début de diabète à 55, et puis tous les problèmes qui arrivent, cancer de la prostate, cancer du sein chez la femme, etc., etc. C'est devenu presque normal et corollaire d'un vieillissement. Voilà, c'est normal. Bah, à ton âge, c'est normal. Mais c'est pas vrai, c'est pas normal. Et tu vois, moi, j'avais raisonné faussement, hein, mais parce que ça m'avait intrigué quand même. Je dis: «Mais pourquoi on est malade comme ça? Pourquoi on est tous malades? Pourquoi on a de l'arthrose, on prend du bide, on a de l'hypertension, on a les artères qui sont abîmées, pourquoi? Et la nature, les animaux, ils sont pas malades, oui, ils sont morts, quoi, mais nous, on est tous malades». Et puis je m'étais trop comme quoi on peut avoir des raisonnements logiques et partir dans n'importe quoi, hein. Donc moi, mon raisonnement, c'est de me dire: «Bah si, on est simplement programmé pour mourir jeune». Mhm. Et j'ai un copain qui m'avait, sorti une étude, enfin il m'a parlé d'une étude, hein, je ne l'ai pas lue. Je crois que c'est des cardiologues américains qui ont fait ça, qui regardaient l'espérance de vie moyenne d'une espèce de mammifère et la fréquence cardiaque moyenne. Voilà. Oui, Et tout à je crois fait. que le plus petit mammifère, c'est la musaraigne, je me demande s'il n'y en a pas un qui est encore un peu plus petit, mais voilà, puis le plus gros, c'est la baleine bleue, bon voilà Oui, et la fréquence cardiaque de la baleine bleue, elle est très basse, je ne sais pas combien elle est, celle de la musaraigne, elle est très haute et voilà. c'est 8 ou 10, c'est très très bas. Ouais. Et pardon pour le terme technique, tu fais une régression linéaire Mm. et puis tu regardes, quelle est la fréquence cardiaque moyenne de l'être humain et comme tous les autres mammifères, à quel âge, il devrait mourir? Et tu tombes sur 35 ans. Mhm. Donc je dis: «Bah, super, on est comme les autres mammifères, mais voilà, grâce à la médecine que je pratique, les gens, vont mourir à 95 ans. Bah, là, c'est au prix d'un vieillissement trop prolongé que la nature n'avait pas prévu et donc eh ben, on a tous ces ennuis-là avec. Donc ouais, tout est normal, tout est cohérent». Voilà. Bah, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai. Voilà. Je pense qu'on est Ah non, c'est programmé pas pour vrai, vivre non, plus bien longtemps. sûr. Surtout qu'on a des propositions, des gens qui travaillent sur l'évolution, sur l'importance en termes de survie, du rôle de la grand-mère et cetera, hein. Donc, c'est probablement, bien fichu pour qu'on vive plus longtemps que ce que je pensais, ouais. Ouais, Oui, oui, bien sûr. écoutez, On a des études. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans la Seto Academy il n'y a pas très longtemps, justement, d'autres sources que j'avais déjà citées. On a beaucoup d'études sur le sujet. Par exemple, il faut chasser de son esprit que l'espérance de vie du temps paléolithique, c'était 35 ans. mmh, Oui, c'est 35 ans parce que on a beaucoup de mortalité infantile. Donc, mmh, il y a une différence entre quelqu'un qui meurt à 80 ans et quelqu'un qui meurt à 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 mmh, ans. En mmh, termes d'espérance de vie, mmh, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir une mortalité moyenne de 35 ans. Mais en fait, mmh, 35 ans, ça veut rien dire. Il y avait quasiment personne qui mourait à 35 ans. mmh, Soit tu mourais de mortalité infantile mmh, très jeune, ou soit tu mmh, mourrais d'un mmh, accident, éventuellement accident de mmh, chasse, les premières mmh, guerres, etc. mmh, Mais tous ceux qui ne mouraient pas de ça, eh mmh, ben, ils vivaient jusqu'à 70, 80 ans. On a des mmh, squelettes de 70, 80 ans.
Et il y a quelqu'un qui a fait un redressage des chiffres qui est vachement intéressant parce que fallait regarder des points très importants. À quel âge la petite fille avait ses règles, était capable de procréer des temps paléolithiques. On s'aperçoit que c'est plus tard. Bon, très bien. J'ai lu ça, ouais. On peut voir le nombre de progénitures que cet individu va avoir. Très bien. On peut comparer aujourd'hui avec ce qu'on a. Mais de l'autre côté, quand on redresse les chiffres avec l'avortement, aujourd'hui, eh ben, tu te retrouves si tu remets les avortements comme si c'était des naissances, avec une mortalité infantile à la naissance, tu t'aperçois que l'espérance de vie aujourd'hui est de 35 ans aussi. Donc ça n'a pas évolué. Donc tout ça, c'est juste une interprétation des chiffres. Comment tu traites les chiffres? Qu'est-ce que tu considères être un être humain? Son décès, je suis désolé, mais moi à Boulder, au Colorado, ils font des avortements jusqu'à 9 mois. Le squelette d'un petit de 9 mois que tu as tué par avortement, il n'y a pas tellement de différence avec un mort-né. Hein. Donc tu fais comment pour le redresser en termes de statistiques? Et il s'est passé la même chose sur les études paléolithiques. Même chose avec la nutrition du paléolithique. Tu as un très très bon paléontologue hollandais qui en 2018 a publié une série d'études où il a essayé de recréer le régime alimentaire des temps paléolithiques. Mais pas avec ce régime paléo qu'on connaîtrait aujourd'hui, qui fait venir des dates et des avocats du bout du monde. Non, non, non. Avec des vraies proies locales, tuées et cuisiner et consommer comme c'était le cas à l'époque. Il y a une grande différence entre aller chez le boucher acheter une entrecôte, tu vois, maturé de 3 semaines et le cœur dans une poêle, versus aller tuer un animal avec un silex ou une pierre, le dépecer comme tu peux et manger la viande crue. Qu'est-ce qui se passe en termes de micronutriments, macronutriments? Qu'est-ce que tu es capable d'absorber comme protéines dans ces cas-là sur de la viande crue, etc., etc. Et il s'est exposé lui-même à ce régime alimentaire. Et il a dit qu'il était presque en dénutrition parce que malgré ses 3500 kilocalories par jour absorbées de cette manière-là, il continuait à perdre du poids, il n'arrivait pas à stopper. Tu vois? Ça, c'est intéressant. Et on s'est très, très éloigné des idées qu'on se fait d'un régime paléolithique idéal de la télé ou d'un film, quoi. Voilà. Mais si on revient à ce pourquoi nous sommes designés, ben nous sommes simplement designés pour avoir notre premier carburant sous forme de lipides, d'avoir des protéines et des protéines de bonne qualité, donc animales, d'avoir peu de glucides. Alors, 0 glucides, ça veut rien dire, mais l'idée, c'est quand même peu de glucides. Certains trouveront un régime cétogène omnivore plus facile à suivre. D'autres auront plus de bienfaits avec un régime beaucoup plus carnivore. Ok, très bien, ça s'ajuste justement en dialogue avec le médecin, une infirmière, etc. Mais vraiment, le régime cétogène, c'est pour moi l'outil thérapeutique numéro 1 pour inverser 80 ou 90% des pathologies dans le monde. Hein. Vraiment. Moi, je vois pas quel champ de la médecine n'est pas concerné. Voilà. Sont tous concernés. Sans exception. Et encore une fois, non, c'est pas la panacée. C'est pas le remède miracle. Hein. Ça, c'est vraiment avoir rien compris. Hein. Parce qu'encore une fois, justement, on ne force pas la physiologie. Hein. C'est tout le contraire. Alors, il faut vraiment le voir comme un mauvais carburant. C'est-à-dire, on a utilisé un mauvais carburant pendant des décennies ou des siècles. Et en se creusant un peu les méninges, on retrouve ce pourquoi vraiment nous sommes créés, designés, prévus. Et on utilise ce carburant de nouveau. C'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est pas. Je suis d'accord comme toi. Ça doit pas être perçu comme quelque chose de curatif, comme quelque chose de temporaire, comme une mode ou des choses comme ça. C'est juste comme une vache au moment de la vache folle à qui on fait manger de la viande et on a plein de problèmes et on se dit on va la ramener à l'herbe parce qu'une vache ça mange de l'herbe. Et l'être humain il est fait pour être en cétose. C'est un état métabolique normal. Et on est fait pour manger d'abord, en termes d'énergie, des lipides et peu de glucides. Voilà. Quand tu as compris ça, 80% de l'équation est résolue. Ouais. Pour faire passer ce simple message-là, c'est pas gagné. Hein. On en a déjà parlé, non. Vraiment. Non, parce que le lavage de cerveau a été puissant aussi bien dans le monde médical, dans le monde scientifique, que dans le monde politique. Parce qu'il y a des directives nutritionnelles qui sont là quand même, qui s'imposent aux gens, les cantines scolaires, les EHPAD, etc. Et puis, dans le cerveau de monsieur et madame tout le monde,
où on a vraiment cette idée que la réalité, la vérité, c'est ça. Donc un régime occidental riche en glucides à 55%, c'est normal, alors qu'en fait, c'est juste l'origine de l'immense majorité de nos maladies modernes. Et puis, ce qui peut être troublant pour les gens, c'est qu'ils s'imaginent qu'une propagande, on va te faire passer un message, heu, j'allais dire positif, c'est-à-dire explicite. Mais, la bonne propagande, c'est aussi de ne pas parler de choses. Tu vois, par exemple, que Mhm. je m'aventure pas sur un terrain politique, hein, mais tu as des gens qui ont des opinions, qui sont pas si minoritaires que ça, et ben, on les critique pas, ces gens. Ils n'existent pas, c'est tout. Et Mhm. l'alimentation cétogène, c'est exactement la même chose, ça existe pas. Tu pas un Oui, bien message qui te sûr. dit: «Attention à l'alimentation cétogène», quoi. Hein? On va parler du végétarisme, Oui, heu, crudivorisme, du véganisme, et cetera, mais cétogène, on n'en parle pas. Voilà. non. Et Mais et et je le et véganisme je est crois un projet savoir, politique. oui, c'est pour ça, j'allais dire: Le «Je crois véganisme savoir est un pourquoi». projet Voilà. politique. Mmh. Mmh. Voilà. Donc derrière, il y a des intérêts puissants, il y a beaucoup Mmh. d'argent. Donc voilà, on essaye de végétaliser la population, la société. Le régime cétogène, je suis désolé, mais les autorités, en particulier françaises, sont partie prenante. Parce que si tu tapes dans Google ce que je vais exactement dire, que penser du régime cétogène, tu as un article qui commence par que penser du régime cétogène et qui est officiellement un article du gouvernement français. C'est Mmh. santé.gouv.fr. Mmh. Et là, tu as un tissu de mensonges. Donc, c'est le message officiel de l'État français qui te dit que penser du régime cétogène. Fin d'histoire. Mmh. Si tu n'as pas envie d'aller creuser un peu plus loin, parce que ça t'intéresse pas forcément ou tu n'as pas le temps, tu t'arrêtes à ça. On t'a Mmh. dit quoi penser. Mmh. Donc, c'est compliqué tout ça. Et j'ai bien conscience, en fait, que il n'y aura pas de révolution cétogène miraculeuse, il ne va pas y avoir un raz-de-marée cétogène, etc. Il va juste y avoir des gens qui vont se dire à un moment donné, tiens, c'est bizarre, c'est pas logique, j'ai un diabète de type 2, on me dit que c'est un problème de glucides, de l'autre côté, on m'interdit pas d'en manger, je comprends pas. Ces gens-là, en fait, ils cherchent, ils achètent un livre, un deuxième, pourquoi pas consulter la science, et puis là, ils se disent, faut que je fasse quelque chose. Et ils inversent de leur propre chef leur maladie. C'est comme ça que ça se passe dans Mmh. la majorité des cas, hein, tout le temps. Ouais. Je ne vois jamais personne arriver sur le régime cétogène par hasard. C'est Non. souvent des gens au moins un peu informés qui se posent des questions et qui veulent avoir plus de réponses. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça qu'une fois que les gens sont dans cette démarche-là, moi, j'aimerais bien être là, enfin avec d'autres, hein, pour justement les accompagner. Voilà. Et Mm. pour être là dans le parcours, quoi. Voilà. Qu'ils sachent qu'il y a des gens qui existent, qui sont prêts à les aider, quoi. Ouais, voilà. Oui, Mais on fera pas une grande révolution, ça, j'y crois pas du tout, quoi. Et non. puis, a priori, je serai pas nommé ministre de la santé. Là, je veux pas habiter à Paris, et puis on travaille avec les abrutis là-haut, donc ce serait trop le bordel, non. Donc voilà, on va faire les choses, là où on est, à notre échelle. Ouais. Mm. Tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à soutenir ton initiative, parce que des gens comme toi, on en a besoin. J'invite tout le monde à soutenir ton initiative. S'il y a d'autres professionnels de la santé qui veulent te rejoindre dans ce projet, bah, qui me contactent et je vous mettrai directement en contact. C'est gentil. Parce qu'on a vraiment, 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 vraiment besoin de gens comme toi. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, beaucoup de gens qui sont déjà dans la maladie et qui ont besoin de s'appuyer sur un médecin. Et donc, des initiatives comme la tienne sont vraiment à soutenir 1000 fois. Voilà. OK. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet? Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais éventuellement dire aux gens qui vont avoir pris 1 heure 40 pour nous écouter? Non, je dirais un mot de la fin. Je suis pas un homme de discours, hein. Heu, quand heu, quand on discutait là, je pensais en même temps à
un monsieur que j'ai bien connu parce que j'ai travaillé ma thèse avec lui, qui s'appelait Michel Sampé. Sampé, Mhm. comme le dessinateur. Personne ne sait qui c'est, mais tout le monde connaît son œuvre, puisque c'est lui qui a fait le suivi de croissance de la population française. Et en France, Mhm. on a la seule population qui a été suivie de façon longitudinale des années 50 aux années 70. Ce type est réellement un génie. Euh, euh, et peu importe le sujet de ma thèse, mais j'ai travaillé sur la maturation squelettique de la main, du poignet, à partir des radiographies. Et la méthode la plus couramment utilisée, je sais plus, ça c'était il y a plus de 20 ans, je sais pas où on en est maintenant, mais bon, c'était une méthode américaine dite de Grollich-Shepyle. Et puis, sur les médecins légistes qui me demandent de travailler là-dessus. Et donc je fais de la recherche, et cetera, mais c'était un peu le bazar, parce que je connaissais pas bien, j'avais du mal avec ce sujet-là. Et presque par hasard, je tombe sur ce type qui avait pondu tout seul dans son coin une autre méthode, mais qui c'était le jour et la nuit. Ce type, il avait raison sur tout. Il avait tout compris et il a jamais été reconnu par ses pairs, il n'a jamais été reconnu par la faculté. Mhm. Bon, déjà en soi, c'était Ça me une surprend leçon. pas. Et comme là, je suis en 2 mondes, c'est Mhm. pour ça que je pensais à lui parce qu'il m'avait dit, «Vous savez, monsieur Argens, hem, le bonheur, c'est d'avoir le cul entre 2 chaises à partir du moment où on en a conscience». Oui, c'est pas mal. Mmh. Voilà. Je suis un C'est peu dans une cette bonne sujet. phrase de la fin. Et c'est Oui. pour ça que c'est pas courageux ce que je fais, c'est très excitant. Eh bien, moi, j'encourage tout le monde à rejoindre ce projet excitant parce que c'est vraiment, si vous êtes animé par des envies d'aider votre prochain, d'améliorer la santé des gens, rejoindre ton initiative, rejoindre ton projet, c'est certainement quelque chose de très enrichissant et valorisant. Voilà. Merci à Merci toi. beaucoup pour ton temps. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt pour une autre Ouais, vidéo, pour l'inauguration de cette clinique ou de ce service métabolique en France dont on a tant besoin. et je te préviens, il y aura du champagne, hein. Bah, tu viendras quand même. J'amènerai une bouteille de kombucha, t'inquiète pas. Merci à toi. À Salut. bientôt.